Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un monde qui fait rêver, la musique classique. Un univers où l'excellence est de mise, mais où l'impunité règne aussi bien trop souvent. Mahé avait un objectif clair, réussir sa carrière. La musique, c'était toute sa vie. Son avenir, elle l'imaginait sur scène, avec son instrument, porté par sa passion et surtout par son talent. Mais sa rencontre avec un homme, au sein d'un orchestre, a tout fait basculer. Très vite, elle découvre sa double personnalité. Charmant en public, tyrannique en privé. Manipulation, violence sexuelle et un silence assourdissant autour d'elle. On entend souvent que les témoignages peuvent briser des carrières. Mais alors, à votre avis, qui dans cette histoire a tout perdu ? Devinez qui a été protégé, couvert par ses collègues et même par sa hiérarchie. Mahé raconte les violences qu'elle a subies, celles qui ont eu lieu dans l'intimité de leur lit conjugal, mais aussi quelques minutes avant de monter sur scène. Elle nous parle des injustices qui continuent de peser sur elle, de toutes les conséquences de ces violences, mais aussi d'espoir et de réparation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mahé. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer pourquoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? Pour les autres. Parce qu'avant que ça m'arrive, je ne connaissais absolument pas certains termes comme manipulateur, pervers, violence conjugale, etc. C'est donc vraiment pour partager, que les autres soient au courant que ça existe et qu'ils ont le droit de dire non à toute forme de violence. Est-ce que tu peux du coup nous raconter ce qui t'est arrivé, nous raconter l'âge que tu avais au moment des faits, dans quelle situation tu te trouvais ? Alors, j'ai subi un viol conjugal quand j'avais 32 ans par mon compagnon de l'époque chez qui je vivais et qui était également un collègue de travail. Et j'ai subi 3 mois plus tard un second viol sur le lieu de travail par ce même collègue de chez qui j'étais partie. De chez qui je m'étais enfuie. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur la relation que tu entretenais avec lui ? Est-ce qu'il y avait peut-être des signes de violence avant cet épisode de viol conjugal ? Est-ce que tu te méfiais peut-être déjà un peu ou vraiment pas du tout ? C'était une relation typique des relations d'emprise avec beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges, de la violence, mais pas au début, pas tout de suite. Donc c'est comme la grenouille dans la casserole d'eau. La casserole chauffe petit à petit et la grenouille se rend pas compte en fait que l'eau est en train de chauffer jusqu'à ce qu'elle se fasse ébouillanter. C'est exactement pareil. Au début de cette relation, cet homme se montrait vraiment comme le prince charmant. Clairement, le type charmant, gentil, doux, solaire, généreux, tendre, câlin, tactile. Clairement le type idéal, tout ce que tu recherches chez un homme. Ah là là, moi ça faisait plusieurs années que j'étais célibataire parce que j'avais vraiment mis l'accent sur ma carrière. Je voulais absolument intégrer un orchestre national. Je suis musicienne, je suis instrumentiste, je joue d'un instrument en musique classique et j'avais vraiment dû mettre les bouchées triples pendant mes études parce que j'avais commencé à étudier dans un conservatoire très tard. J'avais commencé à 18 ans alors que la plupart des autres musiciens commencent quand ils ont 6 ans. Okay. Donc gros retard à rattraper et pendant mes études, ma famille qui a pourtant
clairement les moyens financiers d'aider, ils ont aidé, mais un tout petit peu. Et en fait, j'ai dû cumuler jusqu'à 6 petits boulots étudiants en même temps que mes études, à ne plus en dormir, à développer des problèmes de santé dus à la fatigue chronique. Ouais, je vois. Et donc, j'avais vraiment ce rêve d'intégrer un orchestre professionnel, un orchestre national, et les concours sont très difficiles, il faut en faire beaucoup pour que ça marche. Et je vois, j'ai réussi un premier concours à l'étranger. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais j'ai réussi un concours en France en 2018 et c'était le 18e concours. Alors, il y en a, ils en font 35 avant de réussir, donc c'est vraiment très difficile et c'était ma priorité, c'est-à-dire une indépendance et une stabilité financière, une sécurité matérielle, vu que, voilà, moi, mes parents, je pouvais pas compter sur eux en cas moi j'ai pas de famille, donc en cas de problème, il faut que je sois indépendante. Donc la carrière, c'était vraiment ma priorité, et donc j'ai mis de côté ma vie amoureuse pendant des années en fait. Et puis surtout, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un et qui me plaisait, soit il était déjà pris, soit il était gay, soit voilà, il était déjà en couple. Non, moi j'aime pas briser les couples perso, et surtout, ou soit c'était un immense connard, ou soit c'était un immense connard qui était vraiment très nul au lit. Enfin, il y a vraiment eu une déception très globale pendant très longtemps avec les mecs. Et du coup, je suis arrivée dans cet orchestre en septembre 2018. J'avais 31 ans. Et c'est vrai que ce mec me plaisait parce qu'il se faisait passer pour quelqu'un de solaire, de gentil, de bon vivant, de sympa, de cool. Une belle façade. Une très belle façade, un très beau masque, un très très beau masque. Et en fait, il y a eu un jour où, je pense qu'on était attirés mutuellement l'un par l'autre. Et il y a eu un jour où on a bu un café et ça a été très clair qu'on était attirés l'un par l'autre, que ça nous intéressait de nous mettre en couple. Mais après, moi, comme j'étais jamais sortie avec quelqu'un du travail, vu que je ne voulais pas mélanger amour et travail, et j'aurais dû suivre ce principe. Là, justement, j'allais te poser la question de savoir si c'était pas justement... je sais pas plus facile, c'est pas le bon terme, mais genre, tu vois, vous partagez la même passion, vous partagez un peu le même métier, du coup, ça crée des atomes crochus, etc., tu vois, mais non, du coup. Si, ça peut tout à fait très bien mais se passer. Mais tu voulais pas au départ, en tout cas. J'avais un peu peur, parce que vraiment, mon poste, c'était mon précieux. C'était vraiment mon trésor à chérir et à conserver et à garder. Et en fait, lui, il a eu vraiment un discours au début, mais tu sais, de nombreux couples se sont formés à l'orchestre et ils se sont mariés, ils ont acheté une maison, ils ont fait des enfants. Moi aussi, c'est ce que je veux. Moi aussi, je veux me poser. Et là, il a dit une phrase qui m'a fait un tilt, et en fait, c'était un premier red flag. Il a dit moi, j'en ai marre des conneries, je veux me poser. Et là... Alors, je me suis dit, peut-être que c'est un mec, comme il en existe, qui a enchaîné les nanas. Et puis voilà, arrive un moment. Et qui en a marre et qui veut se poser. Ça peut tout à fait être une option. Et en fait, du coup, on s'est mis ensemble. Et pendant le premier mois de cette relation, c'était le love bombing, la phase de lune de miel. Et ça a été vraiment des compliments sur ma personne, autant sur mon apparence physique. Alors moi qui suis très complexée de mon apparence physique, il a vraiment réussi à me faire sentir comme si j'étais Christy Turlington ou Cindy Crawford. Enfin voilà. Et il m'a vraiment aussi fait des compliments sur mon caractère, que j'étais gentille, que j'étais douce, que j'étais généreuse, donc vraiment toi tu te sens en fait t'es complètement la femme idéale pour lui, quoi. Il a trouvé enfin sa moitié. C'est exactement ça, et tu te sens comme dans un gros nuage de barbe à papa rose, et t'es là mais quel bonheur. Alors moi je suis pas drogue, mais c'était comme de la drogue en fait, clairement. Et en fait ce nuage s'est très vite dissipé pour être un nuage gris avec de la pluie, de la grêle et des éclairs et des orages, puisque au bout d'un mois il y a eu une première crise. C'était le jour de la fête des mères, et moi j'avais coupé tout contact avec ma mère.
je sais pas si je peux en parler, mais en fait, moi, j'ai eu une enfance difficile. Si tu peux. Et il le savait, parce qu'il m'avait posé des questions, il m'avait un peu cuisiné, il m'avait tiré les verres du nez un peu. Et j'avais réussi, du coup, à lui dire, moi, j'ai dû couper tout contact avec ma mère parce que elle a laissé son deuxième mari me battre et m'abuser de mes 6 à mes 15 ans, en fait. Et justement, on en avait parlé au téléphone, mais c'est des choses qui peuvent aussi expliquer pourquoi tu as eu plus de mal en tant qu'adulte à avoir des relations et puis justement à pas voir forcément tout de suite les red flags entre guillemets de cette relation précisément, puisque tu as été un peu conditionnée en fait quand tu étais petite fille à accepter d'être abusée en fait. T'avais pas d'autre choix. Non, et j'ai rien connu d'autre en fait. C'était c'est ça. Pour toi, c'est un peu limite quelque chose de normal finalement, puisqu'on t'a pas dit que ça l'était pas. Qu'on s'acharne sur ma gueule, qu'on me frappe, qu'on m'insulte, qu'on me diminue, qu'on m'humilie, oui, c'était mon enfance, c'était mon adolescence. Et alors quand je dis battu et abusé, dans abusé, il faut pas s'imaginer des viols avec pénétration tous les jours. Hein. L'abus, ça prend... Il y a mille et une facettes de l'abus. Donc il y a eu des violences physiques, beaucoup de violences psychologiques, des abus sous forme d'humiliation, de privation, de manque, de plein de trucs. Et quand j'avais 15 ans, il a essayé de... Je sais pas s'il a essayé de me violer ou de m'agresser sexuellement. Il a essayé de me toucher le sexe. Voilà, dans la salle de bain. Dans tous les cas, il y avait l'intention de faire quelque chose d'interdit. De pas normal. Alors lui, il a dit « Oh, c'est une blague, je rigole. » Mais moi, ça m'a pas fait... trop drôle. Oh, c'est tellement drôle. Je suis en train de me couper les ongles des doigts de pied toute seule dans la salle de bain. J'ai 15 ans, je suis un sac d'os, j'ai aucun signe de puberté. Je ne l'aguiche pas, je ne le provoque pas, au contraire je me cache, je rase les murs. Et lui au quotidien c'était de la violence jusqu'à ce jour, et c'était juste après, je me souviens, le résultat du brevet des collèges. Et là il essaye de faire ça, donc là je le repousse et je quitte juste mon appli mail pour pas que ça fasse bip, et je le repousse, et là en fait il me tabasse. Et en fait c'était tellement familier de me faire tabasser que pendant qu'il me tabassait, je me suis dit moi-même, c'est mieux qu'il me batte plutôt qu'il me viole. Donc quand on arrive à ça dans ta tête, bon voilà. Et quand j'avais 15 ans, suite à ça, en fait, j'ai voulu me suicider, j'ai voulu me défenestrer. Voilà. C'est un peu dur, désolée, mais parce qu'en fait, j'en pouvais plus, tout simplement. Je comprends. Je ne me sentais pas en sécurité chez moi, chez ma mère. Ma mère était témoin de tout, elle entendait tout, je lui disais tout. Elle ne m'a jamais protégée, jamais défendue. Il y a eu vraiment... Elle était complice de ton beau-père en fait. Complètement. Et l'année dernière, je suis allée d'ailleurs consulter une avocate spécialisée dans les violences intrafamiliales, et je lui ai tout dit, tout expliqué. J'avais même écrit un PDF pour rester très factuel sur les violences, sur les agressions. Elle a lu ça, elle m'a écoutée et elle m'a dit « Je vous confirme, il y a 3 chefs d'accusation sur votre mère. C'est coups et violences sur mineurs, complicité de coups et violences sur mineurs et non-assistance à mineurs en danger. » Voilà. Et ça m'a vraiment aidée à ne pas craquer pour retourner vers elle après avoir fait le no-contact avec elle en décembre 2018. Donc j'en reviens à fin mai 2019, pardon. Il y a une première crise avec l'agresseur, qu'on va appeler Maxence. Parce qu'en fait, c'est le jour de la fête des mères. Et c'était la première fête des mères où je n'étais plus en contact avec la mienne. Et c'était un jour très difficile. J'étais toute seule chez moi, dans mon appartement. Et j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de lui envoyer des textos. Sachant que la veille, on s'était vus, c'était gros câlins, gros bisous d'amour et tout. Et d'accord. Là, je veux juste l'appeler pour en discuter avec lui, pour lui dire putain, c'est dur. Et en fait, il décroche pas. Et au bout d'un moment, je le rappelle, il décroche. Ouais, mais arrête, je suis avec des potes là, laisse-moi tranquille. Enfin, tout de suite, un changement total. Une inversion totale de ce que j'avais connu en fait. Et ça m'a fait l'effet d'une douche froide, d'une énorme baffe dans la gueule. Et je suis avec des potes, là tu fais chier, écoute, laisse-moi tranquille. Du coup je fais d'accord, et on raccroche. Et là en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe d'appeler un pote à lui, qu'on va appeler Jean-Marc. Jean-Marc. Et je l'appelle. Et on avait pas mal parlé avec Jean-Marc, enfin moi je m'entendais bien avec lui, et là je lui dis écoute Jean-Marc, Maxence s'est comporté comme ça avec moi, je comprends pas qui c'est, je sais plus avec qui je suis, je ne le reconnais pas, ce n'est pas le Maxence du début. Et là en fait Jean-Marc, la première phrase qu'il dit au téléphone c'est
Oh putain, fais chier Maxence. Je pensais qu'avec toi, il ferait des efforts. Oh merde, ah oui, bah... Bon, Donc bah, ça en veut fait, tout dire, quoi. cette relation aurait dû se terminer au bout d'un mois, on est d'accord. Sauf que donc Jean-Marc au téléphone me dit oui. Mais Maxence t'a conditionné, ne serait-ce qu'en un seul mois. Ouais, en un mois, j'étais déjà... en anglais, c'est hooked, c'est avec le crochet, comme ça. Ouais. On est déjà happé, en fait. Et en fait, Jean-Marc, il me dit, bah, en fait, je dois te le dire, Maxence, il a des facettes, en fait. Il a utilisé ce mot facette, Ouais, qui facette, est très spécifique, quand même. Et j'ai fait, ah bon, quoi? Il fait, bah ouais, mais par exemple, il peut... boire du jus de légumes pendant 3-4 jours et après il va craquer, il va se bouffer 10 kebabs. Oui, parce que Maxence est un ex-obèse, obésité morbide. Ok. Et il a beaucoup joué là-dessus. Il a un peu perdu du poids à l'époque, mais pas tout. Et il joue vachement là-dessus sur... il se victimise un peu. Je me trouve moche. La première fois que, par exemple, qu'on a eu un rapport sexuel chez moi, c'était en plein jour et on s'est déshabillés mutuellement l'un devant l'autre. Et là, il m'a dit une phrase qui, je pense, est un immense mensonge. Il a dit « C'est la première fois que je me déshabille devant une femme comme ça et que c'est pas dans l'obscurité. » Et en fait, Et moi, j'étais là. Oui. Ah, grâce à moi, il a confiance en lui. Oui, bah oui, non, mais c'est ça. C'est tout pour que toi, tu puisses aussi avoir confiance en toi et te dire « Waouh, putain, enfin, ça y est, je vais le faire changer, quoi. » Ouais, il est en train de se développer personnellement. Mais oui, grâce à moi, il se développe personnellement. C'est fantastique, j'ai des pouvoirs magiques, je vais le guérir. Oui, parce que ça, je vais le sauver. Le syndrome de la sauveuse. Mais oui. Voilà, parce que moi, quand je me faisais battre enfant, ma mère aussi se faisait battre parfois et je la ramassais sur le carrelage de la cuisine à chaque fois, mais elle ne me ramassait pas. Donc, je sais ce que ça fait que de ne pas être sauvée. Donc, je voulais sauver les gens en général. J'y travaille toujours avec ma psychothérapeute. Et en fait, Jean-Marc au téléphone me dit non, mais en fait, il enchaîne les nanas. Avec les nanas, ça dure jamais plus de 2-3 mois parce que. Et c'est vrai qu'au début de notre relation, Maxence m'avait demandé ah, mais pourquoi t'es célibataire à ton âge? Donc là, je lui explique j'ai été avec quelqu'un de mes 21 à mes 25 ans et on s'est séparés. Et mutuellement, c'était une séparation tout à fait saine. Et après, j'ai vraiment mis l'accent sur mes études, ma carrière, rattraper le retard, faire des académies, des orchestres, des concours, pour vraiment intégrer un orchestre national. C'était vraiment mon but. Ouais. Et pendant un mois après avoir gagné ce concours, j'ai continué à faire des babysitting en même temps que je remplaçais à l'Opéra de Paris, par exemple. Enfin, j'ai vraiment... Mon poste, je l'ai mérité, quoi. Oui, bah tu peux être fière de toi. J'ai pas été placée, j'ai pas couché, j'ai pas été placée sur une liste d'attente douteuse dont personne ne voulait. Enfin, vraiment, j'ai gagné mon poste et c'était vraiment quelque chose de très précieux pour moi. Et en fait, à la suite de cette conversation téléphonique avec Jean-Marc, quelques jours plus tard, on se revoit avec Maxence et tout se passe super bien, en fait. Donc, il souffle très bien le chaud-froid tout de suite. C'est ça. Et du coup, à chaque crise qu'il y a, je me dis, oh là, ça fait chier, ça pète, mais ça ira, en fait. Sauf qu'à chaque crise, ça va de plus en plus loin, dans la violence morale, psychologique. Et là, déjà, à partir de juin 2019, je commence à moins bien dormir, par exemple. Moi qui suis une très bonne dormeuse, je commence à plus pouvoir vraiment dormir normalement. J'ai des doutes sur mon couple. Au mois de juin 2019, je vais aller rendre visite à une amie en Norvège. Je fais un petit voyage de un peu moins d'une semaine. Et pendant que je suis loin, donc en Norvège, là, il m'envoie les textos. « Oh, je t'aime, bisous, tu me manques, j'ai hâte de te revoir. » Et quand je reviens de Norvège, je me souviens, j'étais toute seule dans mon appart. Et là, il m'a laissé un message vocal. Écoute, j'ai bien réfléchi. Écoute, je te propose de venir t'installer chez moi. Donc, au bout d'un mois. Je te propose de m'installer chez moi parce que à distance, comme ça, c'est... Enfin, j'ai envie de te voir plus souvent. Enfin, il me dit des phrases comme ça. Viens habiter chez moi, je pourrais mieux te contrôler comme ça. En fait, c'est ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je rembourse un prêt étudiant que j'ai dû faire. Non pas au prix d'une banque qui refusait, parce que j'avais absolument pas assez de revenus.
mais auprès d'une amie qui avait eu un héritage. Bref, je suis en train de rembourser un prêt étudiant, j'ai un loyer à payer, donc c'est vrai que quand il me propose de venir habiter chez lui et qu'il me dit j'ai un petit loyer et en plus il sera coupé en deux, c'est vrai que tu te dis ça peut être cool d'être avec l'homme que j'aime. Bah bien sûr. Ah oui, parce qu'il m'avait dit je t'aime au bout du 3e jour qu'on sortait ensemble aussi. D'accord. J'ai oublié de le dire, il me l'a susurré à l'oreille pendant qu'on faisait l'amour. Et après, quand je lui ai dit tu sais, l'autre jour, tu m'as dit je t'aime, c'est un peu tôt, il a dit oh ben non, c'est faux, j'ai jamais dit ça. Alors, j'ai pas eu d'alu auditive. T'es sûre? T'es sûre? Au bout du 5e jour qu'on sortait ensemble, on se baladait dans la ville où il habitait à l'époque. On se balade, on s'arrête dans le quartier Saint-Félix, devant l'église Saint-Félix. Et là, on se balade main dans la main au début. Au début, on se tenait la main dans la rue quand on se promenait tous les deux. Et là, il s'arrête devant l'église et il se tourne vers moi comme ça et il me demande « Tu es catholique ?» Je réponds « Oui, pourquoi ?» Et là, il me dit « J'ai toujours rêvé de faire un beau mariage dans une belle église. » Comme ça, avec une voix de lover, vraiment, je n'exagère en rien. Oh mon Dieu. Et moi, je suis coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui panique, qui dit « Mec, ça fait que 5 jours qu'on sort ensemble. C'est un peu tôt, c'est très tôt, très haut, très vite, très fort, comme ça. » Et il y a une autre partie qui dit bah, c'est vrai que j'ai 32 ans, j'ai attendu longtemps avant de rencontrer le prince charmant. Bah oui. Donc, Et puis au bout de 5 jours, ça se passait encore bien, quoi. Donc t'es en mode. Et puis en plus, il est comme moi, il est chrétien, alors que pas du tout. Et en fait, et moi je me dis, mais. Alors à la fois j'ai touché le jackpot et à la fois au secours, qu'est-ce que je fais? Oui. Il y a une confusion qui est créée dès le début. Au bout de 5 jours de relation. Ah bah de toute façon, c'est comme ça qui te conditionne en fait. Ça va très vite, enfant, mariage, vie commune. Ah oui, comme ça, ils peuvent bien te manipuler, bien te contrôler comme ils veulent. Ouais. Et je sais pas si tu vois dans la cassette de Disney, là, Cendrillon, il y a une chanson qui fait « C'est ça l'amour, oh, comme ça. » Et là, tu te dis, bah, je suis dedans, c'est trop ça. Bien. J'ai un prince charmant qui veut danser la valse avec moi, qui veut faire un mariage à l'église avec moi. C'est génial. Et en fait, pas du tout. Et au bout d'un mois, voilà, il y a eu cette crise. Et au bout d'un mois, il me propose de venir m'installer chez lui. Et c'est vrai que moi, ça se passait très mal dans mon appart où j'étais parce que mes voisins du dessus, du dessous et sur les côtés, c'était des gros fêtards. Ok. Des gros fêtards. Donc jeudi, vendredi, samedi soir, je ne pouvais pas dormir avant 4h, 5h du matin. C'était très compliqué. Et du coup, c'est vrai qu'il était question de déménager de base. Et du coup, quand il l'a su, il m'a proposé mais viens chez moi. Voilà. Ça tombait à pic. Et ça tombait à pic. Et en fait, c'était un jour oui, un jour non. Un jour non mais en fait non ça m'arrange pas, puis un jour non mais viens ce sera bien, et du coup moi j'étais complètement paumée. Du coup de mon côté je lançais des recherches d'appart, mais on était dans une ville à flux tendu, c'est ça, où tout se louait très très vite, une ville très étudiante, et du coup je trouvais rien. J'avais des visites prévues et en fait un quart d'heure avant la visite on m'appelait pour me dire l'appartement est loué. Payé, quoi, ouais. Et moi, j'avais donné mon préavis et je trouvais rien. Et j'étais un peu... Il y avait aussi ce truc d'urgence, en fait. Il faut que... Je dois partir, en fait. Je n'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, du coup, je me suis installée chez lui. Le déménagement s'est très bien passé, dans la joie, la bonne humeur, le sourire. Il y a un couple de collègues, Julia et Maximilien, qui nous ont aidés à déménager et qui nous ont vus... voilà, ça se passait très bien. Ouais. Très peu de temps avant ce déménagement, il y a eu le jour du mariage de Julia et Maximilien. Et ce jour, par exemple, est très descriptif et caricatural, enfin très spécifique par rapport au comportement de l'agresseur, du manipulateur, du pervers. Déjà, pour aller au mariage, il comptait y aller en chemisette, manches courtes, trouée, col élimé, bermuda pourri et basket. Alors que c'était un mariage plutôt classe, c'était le plus beau mariage où je suis jamais allée, dans un château de princesse de contes de fées, dans la vallée de la Loire, comme ça. Enfin, c'était vraiment... Moi, j'avais trouvé
petites robes jolies, des petites sandales C'était jolies. pas le tout lieu ça. pour mettre son vieux Bermuda de rando, quoi. Non, et en fait, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que dès le début de notre relation, il m'a dit « Ah, ma carte bleue est bloquée, je suis à découvert. Oh. Alors oui, t'es à découvert de combien? C'était plus de 1 000 euros. Ah oui, d'accord. Quand même. Et je lui ai demandé, mais tu peux pas piocher dans ton compte épargne pour renflouer, pour pas avoir d'agio? Et là, il me sort la phrase suivante. Oh, mais moi, j'ai jamais mis 1 centime de côté. Oh. Alors là, Ça je pue. me suis souvenue, je me suis dit, ah non, mais là, ça va pas le faire du tout, en fait. Parce que... Et c'était souvent moi qui payais les courses. Ouais. Voilà, monsieur aime beaucoup faire ses courses chez Naturalia, ça coûte un bras. Tu m'avais dit. Et les carottes à 42 euros le kilo et tout. Et en fait, il m'a fait quand même acheter un coffret d'ampoules de plantes pour détoxifier le foie avec du chardon-marie dedans. Et il me dit, Bullshit. non mais ça bichonne le foie, c'est vraiment bon pour la santé. Alors qu'en fait, monsieur buvait comme un trou, fumait comme un pompier, ne faisait pas de sport et niveau alimentaire, c'était quand même pas sain du tout. Puis une fois, il fait son taf tout seul, il a pas besoin de son radis noir ou de je ne sais pas quoi. Non mais j'en sais rien, j'y connais rien, mais j'achète, moi qui suis en train de rembourser un prêt étudiant et qui fait attention c'est clair. sur tous les aspects des dépenses dans ma vie, je paye ce coffret à 40 boules à monsieur qui va se prendre une cuite avec 3 doubles ricards 2 jours après, quoi. Enfin, pour commencer sa cuite, hein. 3 doubles Bière, ricards, radis noir, combo parfait. des pintes de bière, des verres de vin, enfin voilà. Plus Et, il détoxe, plus il peut picoler en fait. c'est ça. Donc moi, j'aime bien faire de la pâtisserie, manger des gâteaux. J'aime bien un peu le sucre, à petite dose évidemment, Oui. enfin, aussi petite que possible. Et il me dit, ah non, mais il faut pas manger du sucre, c'est hyper cancérigène. Et il fait ça, sachant qu'il clope. La comme clope un- au bec, non mais franchement le sucre, non quoi, faut éviter. Non, là. le sucre, faut éviter. Et, Fume du une coup, clope à la place. Enfin, voilà. Ah, mais c'est plus sain, je pense, de fumer une clope que de boire un café sucré dans sa tête. Mais bon. Et en fait, donc ce mariage, du coup, qui c'est qui lui paye une chemise neuve et un beau pantalon neuf? Toi? C'est moi. Qui c'est qui met un beau billet dans l'urne pour le voyage de noces du couple de mariés? C'est moi. Et en fait, le jour du mariage, c'est simple. On y est allés tous les deux. Il ne m'a pas parlé de la journée. J'avais Super. vraiment l'impression d'être un truc de décoration, quoi, clairement. C'était ses amis à lui de base, non? C'est ça? Tu m'avais dit, Alors, je crois. c'est un couple de collègues de l'orchestre Ok. où on travaillait tous les deux, qui travaillaient aussi dans cet orchestre et qui sont des, entre guillemets, amis de l'agresseur, sauf qu'à chaque fois qu'on allait dîner chez eux, avant le mariage, on était à peine assis dans la voiture pour rentrer chez lui, qu'il insultait vivement et allègrement Ouais, ok. ce couple de collègues dans leur dos. Et moi, la première fois qu'il a fait ça, on avait passé un bon dîner, on avait mangé des bonnes choses, on avait bu, moi j'avais bu un bon verre de bon vin rouge, enfin vraiment, j'avais passé un bon moment. Et là, on va dans sa voiture pour rentrer chez lui, il claque la portière. Putain, mais quelle connasse celle-là, je la supporte pas, mais lui, mais quel connard! Ouais. Un Vraiment, flot. encore double facette. Ah ouais, mais et puis la première fois, j'étais vraiment choquée, j'étais comme ça, j'étais sidérée et vraiment un flot comme un vomi. Désolée de l'image, mais comme un vomi d'insultes comme ça. Je peux pas le blairer, mais quel connard, mais salope, bah comme ça. Et là, tu te dis oh. Et du coup, je me souviens, j'étais complètement choquée et je lui ai Bah ouais, tu répondu m'étonnes. mais c'est tes amis? Je lui ai demandé mais ce sont tes amis? Mais pourquoi tu traînes avec eux en fait si Je tu les- comprends mieux maintenant que ce soit toi qui ait du tout géré, costume, machin, gna gna gna, billets dans l'urne pour le voyage. Non, mais ça, c'est parce qu'il était à Si, découvert. effectivement. Ouais, mais en plus, il avait aucun respect pour ses amis de base, en plus. Donc, balèque. En fait, c'est pas des amis. Bah voilà. C'est une cour. Parce qu'il se fait passer, il montre son masque Bah à oui. tous les gens de cet orchestre. Il se fait passer pour un bon gars, un bon type sympa, voilà. Et en fait, donc le mariage se passe, un très beau mariage vraiment. Et on mange bien, on s'assoit à table, on est placé, donc il est obligé de Ouais. me supporter à côté de lui, le pauvre. Merde, putain. Et donc, ils ne me parlent pas. À table, ils boivent comme des trous. Ouais. Moi, j'ai jamais réussi à beaucoup boire, en fait. Parce qu'au bout de 3 verres, soit je suis malade, soit je dors. Ouais. Donc, la question est très vite réglée, en fait. Oui. Et moi, je me souviens, je m'emmerdais tellement à ce mariage, parce qu'ils voulaient pas danser avec moi.
par exemple, quand ça a été le moment de danser, il m'a dit oh non, et j'ai dû insister, et j'ai réussi à le convaincre pour une chanson. Et pendant qu'on dansait ensemble, il regardait comme ça sur les côtés, il me regardait pas dans les yeux, il y avait pas de bisous, il y avait pas de tendresse, il y avait pas de... Ouais, vraiment, il était en fuite totale. Ouais, et puis il montrait que ça le faisait chier en fait. Et il regardait par terre, et puis une fois que c'était fini, et puis voilà. Il allait se rasseoir, se resservir un petit coup, et c'était reparti. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, il a dansé avec d'autres femmes, en les regardant dans les yeux. En leur souriant et en dansant de façon impliquée et active. Il danse super bien le rock. Enfin voilà, il montre, voilà, il charme, il est dans le charme tout le temps. Et moi du coup, je me faisais tellement chier à ce mariage que je suis allée à la table des enfants. Parce que moi, pendant plus de 10 ans, j'ai enseigné à des enfants, j'ai fait beaucoup de babysitting, j'ai eu des petits frères et sœurs de 10 et 11 ans de moins que moi, et j'adore les enfants. Je trouve que c'est parfois beaucoup plus cool que certains adultes. Oui. Et là, j'étais à la table des enfants, et c'était trop cool parce qu'on faisait du coloriage, et on se racontait des histoires simples. J'ai dansé aussi avec la fille, une des filles de Jean-Marc, ce collègue qui était là aussi à ce mariage, et je me suis éclatée, quoi. Oui. Et en fait, l'agresseur, Maxence, quand il a vu que je souriais et que j'étais heureuse à la table des enfants, il est venu vers moi, et avec une voix et un regard méchant et violent possible, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Du coup, je lui ai dit, déjà, il a dit un gros mot devant les enfants, c'est pas cool. Ouais. Et je lui ai dit, on fait du coloriage. Et puis, moi, j'étais heureuse, c'était simple, je souriais. Oui. Et en fait, il m'a donné l'ordre de retourner à la table des adultes. Mais j'aurais dû l'envoyer chier. Je l'ai pas fait. Avec le recul, t'aurais dû... maintenant, tu dis que t'aurais dû l'envoyer chier. À l'époque, je te rappelle quand même que tu es conditionné. Tu es dans ta relation à huis clos, tu ne peux pas te dire non, je l'envoie chier. En plus, comment Je suis fatiguée. T'es choquée, t'es fatiguée, il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc machinalement, tu l'écoutes, quoi. Ouais, et donc ça, c'était en juillet 2019, et je me souviens, j'étais déjà très fatiguée. J'avais pas la force de lutter, d'imaginer un conflit. J'y arrivais déjà plus, en fait. Ah, voilà. Donc c'est ça le propre de l'emprise, c'est que, en fait, tu te fais traiter comme de la merde, mais t'as pas la force de... Enfin, moi, je sais pas si c'est ça l'emprise, mais j'avais plus la force de lutter. Du coup, j'ai dit au revoir aux enfants, je suis retournée à la table des adultes, et je me suis fait chier, mais comme un rat mort, jusqu'à 3h du match, je sais plus, enfin, vraiment jusqu'à tard. Alors, lui ne travaillait pas à l'orchestre le lendemain. Moi, je travaillais à l'orchestre le lendemain. Ah oui, donc j'étais fatiguée. Pareil, il y a la fille d'un autre collègue qui m'attrape les jambes, et qui était crevée, la pauvre, et qui me demande « Est-ce que tu sais quand est-ce que papa, on va rentrer à la maison ?» Parce qu'elle était juste fatiguée. Et moi, je demande discrètement à Maxence « Est-ce que tu sais si Joseph va ramener ses enfants chez lui parce qu'ils sont fatigués ?» Et là, il dit rien. Il attend qu'on s'éloigne. Et là, il me fait une scène. Il fait « Comment tu oses parler devant moi, devant Joseph comme ça mais pour qui tu te prends ?» Alors que j'avais demandé très gentiment. Là, il est tard, elle est fatiguée. Enfin, et en fait, tu te prends des scènes comme ça, de crise dans la gueule pour un oui, pour un non. Enfin, c'est très compliqué. Tout devient un prétexte pour t'en foutre plein la gueule de toute façon à ce moment-là. Ouais, et en fait, là, on va se coucher parce que, moi, je lui fais comprendre que je suis fatiguée, je vais me coucher. Et là, on va dans la chambre où on dormait, et là, il retire sa veste, il retire sa chemise et il retire son masque. Et là, il commence le fameux flot d'insultes envers Maximilien et Julia, et c'est les insultes. Mais quel connard, mais il se la pète là avec son mariage. Et là, je fais, ah non, pas ce soir. Et là, j'ai trouvé la force de dire « Ah non, pas ce soir !» Parce qu'il y a eu plusieurs dîners ou déjeuners qu'on avait fait avec eux, et à chaque fois, c'était des... Et en fait, à chaque fois, je faisais « Mais change d'amis !» Si tu les supportes pas, change d'amis, en fait. Et là, le soir de leur mariage, c'était « Ah, mais il se la pète !» Là, je fais « Non, Maxence, pas ce soir. Là, c'est leur mariage. T'as été là pour leur mariage. » Ils t'ont invité. Sois heureux pour eux, un peu. En fait, ça, il un peu jaloux, Maxence. Complètement jaloux. La réussite de ses amis. Enfin, ses amis.
entre guillemets. Hein. Ses amis, entre guillemets. Les choses qu'il fréquentait. Lui, à ce moment-là, il a bientôt 35 ans, sa carte bleue est bloquée, il a découvert de 1000 et quelques à la banque. Et c'est un énorme connard et il le sait. Donc forcément qu'il est envieux d'un couple aimant qui fait un beau mariage dans un château de... Vraiment, à la mariée, elle avait une robe de princesse. Enfin, c'était vraiment trop beau, quoi. Et je me souviens, là, je fais... Ah non, pas ce soir, Maxence. Là, c'est leur mariage, tu respectes ça. Et là, il dit... Ouais, mais vraiment ce flot, ce vomi, là, ce volcan de violence et de... Ouais, mais c'est facile de faire un beau mariage quand t'as du fric. De toute façon, là, tout ce qu'ils ont fait, c'est étaler leur fric. Et on sait très bien d'où elle le tient, son fric. Elle a du fric parce qu'elle est Elle a étalé son sale fric de sale Et comme ça, là... putain, ouais, un bon connard. Et là, il crie ça. Donc, on a vraiment clairement des propos antisémites. Bah ouais. Et là, je suis... Oh. Et là, dans mes oreilles, je sais pas si ça te l'a déjà fait, ça fait... Ouais, je vois. Ça a été comme si je faisais un malaise vagal. Je pense qu'en fait, j'étais en train de commencer un malaise vagal parce que j'étais fatiguée. Entre les voisins fêtards et lui, je dormais presque plus, en fait. Et là, en fait, je suis allée me coucher et j'étais en dissociation. C'est-à-dire que lui a initié un rapport sexuel. Je n'étais pas du tout partante, mais j'ai cédé de fatigue. Voilà. Pour avoir la paix. Ouais. Et en fait, là, donc déjà en juillet 2019, il y avait... je voulais pas... Enfin, j'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là. C'est ça, la dissociation. Et donc, peu de temps après, on s'installe ensemble. Ce couple d'amis nous aide à déménager. Et on fait vite un dîner à la maison et tout se passe bien. Et quand ils partent, le couple d'amis, je m'attends à ce que Maxence les insulte encore. Et là, je me souviens, je l'ai regardé d'un air de dire « Je te préviens. » Tu les insultes pas cette fois-ci. Et il l'a pas fait. Ah. Du coup, qu'est-ce que ça a produit chez moi ? Ça m'a donné de l'espoir. Évidemment. Et que peut-être je suis en train de le sauver et de le guérir. Oh là là, il change. Oh là là, il change grâce à moi. C'est formidable. Et en fait, je m'installe chez lui en août 2019. Au bout de 3 jours chez lui, il me convainc d'arrêter la pilule. Ok. J'avais eu 3 opérations pour des tumeurs sur les ovaires. J'avais plus qu'un seul ovaire. Et là, il me dit non, mais je prenais la pilule en continu tous les matins pour pas avoir de cycle, pour pas avoir de règles, parce que j'ai un problème au niveau du sang. J'ai le sang qui coagule pas, qui cicatrise pas. Donc j'avais des règles hémorragiques qui étaient très handicapantes pour mon quotidien, pour mon travail. J'avais des carences en fer énormes. Enfin bon, bref. Je prends la pilule en continu tous les matins. Un matin, il me voit prendre ma pilule. Et là, il me commence le speech. Ah non, mais il faut pas que tu prennes la pilule. C'est bourré de composants chimiques. Tout en fumant des clopes. Avec une bière à la main. Non, mais c'est ultra cancérigène. Faut pas prendre la pilule. Et là, je me souviens... Parce que j'avais un désir d'enfant. Ah oui, il le savait. Et il joue là-dessus. Il joue pas du violon dans la vraie vie, mais là, il me joue du violon et du pipeau. Et là, en fait, il me dit non, mais arrête la pilule. Et moi, je lui dis ok, mais si je tombe enceinte, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, si je réussis à tomber enceinte avec mon seul et unique ovaire, oui. et avec tout l'amour que j'ai à donner, je pourrais pas avorter, en fait. Évidemment. Et là, il me sort la phrase magique. Non, mais t'inquiète pas. Donc, il a un grand frère et un frère plus jeune que lui. Ah, mais t'inquiète pas, mais quand je vois mes frères avec leurs filles, je me dis que moi aussi, c'est ce que je veux. Et vraiment, il est très convaincant dans tout ça. Et puis, il sait que tu veux un enfant, donc il se gêne pas pour vraiment te bien te manipuler là-dessus, quoi. Sachant qu'il a découvert qu'il me demande de retirer du liquide sur mon compte à moi pour lui donner du liquide, pour que lui fasse ses courses. Voilà, moi j'accepte d'arrêter la pilule. Donc connerie 10 sur 10 et emprise 100 sur 10. C'est ça. Et en fait... au-delà de la connerie, parce que pour moi c'est pas de la connerie, c'est vraiment que de l'emprise. Hein. T'es manipulé, t'es manipulable parce que justement t'es manipulé, donc... Et en plus t'as envie d'avoir un enfant. Donc tu peux pas te dire genre, oh bah non. En plus tu viens de te dire, oh il change.
C'est Ah, il formidable. change, c'est formidable. Voilà. Ah, en fait, on est heureux. Et en fait, non, parce que pendant le mois d'août 2019, alors moi, je suis allée rendre visite à mes grands-parents en Provence pour des vacances. Juste avant de partir en Provence, j'ai dû me rendre aux urgences gynécologiques du CHU parce que j'avais des gros problèmes urogynécologiques depuis le début de cette relation de couple. Des problèmes que je n'avais jamais eu auparavant et que je n'ai plus jamais eu après. Après, ouais. Des infections urinaires à répétition, une dyspareunie, ça s'appelle, donc c'est l'ouverture du vagin qui est à vif. C'est une chose extrêmement douloureuse. Chaque rapport est douloureux. À chaque fois que tu vas faire pipi, ça brûle de ouf. Tu sais pas quoi faire. J'avais aussi des mycoses, des problèmes que je n'avais jamais eu avant. C'est-à-dire qu'il y avait des nuits où je ne dormais pas à cause de la douleur que j'avais à l'intérieur du vagin. Et ça, si c'est pas le corps qui parle, pour te dire... Je te comprends, j'ai eu la même chose avec mon agresseur. Voilà, et là, ça fait donc 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je suis en couple avec mon compagnon. On a une vie sexuelle tout à fait épanouie. Je n'ai jamais eu mal de ma vie. Donc, je vais au CHU, au service des urgences gynécologiques, parce que j'avais demandé d'ailleurs à Julia, tu connais un bon gynéco dans cette ville où je venais de m'installer Et elle me disait non, et tous les gynécos que j'appelais, ah non, on prend pas de nouvelles patientes. Super. Du coup, super, donc j'ai dû aller aux urgences gynécologiques, et je vois un gynécologue qui me dit, mais vous êtes très stressée, madame. Et le gratin du gratin, c'est que l'agresseur m'a accompagnée à ce rendez-vous, en se faisant passer pour le bon gars. Voilà. Tout va s'arranger, tout ira mieux. Non, c'est juste qu'en fait, t'es violent avec moi et tu m'enfonces tes doigts dans le vagin avec brutalité et ça me détruit le vagin. Et moi, comme je suis en dissociation, j'ose pas dire non. Et voilà. Il y en a pour 60 € de médicaments non remboursés par la Sécu. Je paye tout de ma poche. Toujours. Le déménagement, c'est moi qui paye, je paye tout. Et là, en fait, arrive la fin des vacances d'été et c'est les 40 ans d'un de ses meilleurs potes sur Paris. Ça fait des semaines qu'il est au courant qu'il y a cette date d'anniversaire prévue. Non, c'est moi qui paye les billets de train en dernière minute. Et l'aller-retour me coûte 200 balles. Voilà. C'est tellement plus facile. Ben oui, c'est tellement plus facile de tout faire payer à Bobonne, c'est génial. Et en fait, là, après cet anniversaire, il y a eu une crise aussi, il y avait eu aussi une crise pour la fête de la musique, le 21 juin 2019, ça avait très bien commencé, boire des coups avec Jean-Marc, avec Julia, Maximilien et tout, tout bien. Et en fait, il a bu comme un trou, il est devenu violent, et en rentrant à la maison... il est violent et moi j'ai peur parce que je connais le langage corporel d'un homme qui est sur le point de te casser la gueule en fait. Donc je ne dors pas de la nuit, on fait chambre à part, on dort pas, moi je dors dans le salon je crois. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'une semaine où j'habitais chez lui, donc c'était le 19 août 2019, il me propose d'aller boire un verre avec des potes. C'était un lundi soir. Et je fais, pourquoi pas. Mais pour moi, un verre, c'est un verre. Et c'est pas forcément... Tu vas pas passer ta soirée là-bas. Non, et puis en fait, il y avait des choses à faire. Moi, je voulais bosser un peu mon instrument, je voulais faire des trucs. Et en fait, il a bu 3 doubles Ricard, 3 pintes de bière. Et avec ses 2 potes, ils parlaient entre eux de sujets que eux seuls maîtrisaient. Et en fait, arrive 1h du mat, moi je suis fatiguée, j'ai froid, je veux rentrer. Et je me souviens, je lui dis, on va y aller ? Et là, non, je suis une chieuse en fait. Oh non, tu fais chier, voilà. Bon, on finit par rentrer et en arrivant à l'appart, là, il fonce vers le frigo et il se prend encore une bière. Alors qu'il était, rouge avec les yeux injectés de sang, il était complètement pété. Et là, en fait, je lui demande timidement, est-ce que tu as besoin encore de cette bière ? Et là, il explose. Mais un volcan, des insultes, il crie. Et en fait, là, il commence à être violent physiquement. Alors, pas avec moi, mais il se met lui-même des coups de poing sur le crâne, comme ça. D'accord. Et on entend le bruit des os s'entrechoquer. Il va vraiment...
Ah oui, oui, oui. Très et fort. après, il donne des coups de pied dans les murs, dans les canapés, les coups de poing dans les meubles, en hurlant. Ouais. En fait, pour être tout à fait honnête, je sais même plus ce qu'il disait à ce moment-là, Ouais. parce que je voyais un monstre, Bah tout ouais. simplement. Je voyais un monstre, et moi, je me souviens, je reculais jusqu'à être contre le mur de la porte d'entrée, comme ça, et j'assistais à ce spectacle-là. Et puis toi, tu dois être à ce moment-là complètement sidérée en plus. Enfin, tu comprends pas ce qui se passe. Je suis sidérée, parce que pour moi, aller boire un verre, c'est pas forcément faire une crise Bah, c'est clair. Je t'assure, quand il se tapait le crâne avec ses poings, on entendait clac, 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 Ouais. comme ça. Et là, je lui demande, en état de choc, de sidération et de crainte totale, je lui demande, est-ce que tu vas me battre aussi ? Et là, il hurle, j'ai jamais levé la main sur une femme, comment tu oses dire ça ? Et je lui ai dit, mais t'as vu dans quel état tu es, oui. en fait ? Tout simplement. Et il me dit, mais c'est ta faute, c'est toi ! Je fais, ah ouais, d'accord. Moi, j'ai rien dit de la soirée. Je les ai écoutés parler tous les trois entre eux. Oui. Et j'avais juste froid, parce qu'il était 1h du mat. On était sur les quais d'un fleuve, et il faisait froid. J'avais oublié de prendre une polaire, parce que pour moi, quand tu vas boire un verre à 17h... Oui, tu rentres pas à 1h du mat. Voilà. Et en fait, là, c'était le 19 août 2019. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été la descente aux enfers. Quoi. Parce que, en fait, il y avait la rentrée de l'orchestre, du travail, qui s'annonçait début septembre. Ouais. Donc moi, en fait, il fallait que je travaille mon instrument. Parce que c'est mon travail. Bah oui. Il faut que je sois en forme sur mon instrument. C'est comme ça, c'est une discipline. C'est comme la danse, c'est comme tout. Et là, j'essaye de travailler mon instrument chez lui. Il m'en empêche. D'une façon ou d'une autre. Et surtout, ça, c'est tout l'art de la manipulation. Il ne m'a jamais dit « je t'interdis de ». Mais d'une façon ou d'une autre, il m'empêche, il m'interrompt de bosser mon instrument. Moi, j'aime beaucoup lire des livres. Je peux passer 7 heures sur un canapé à lire un livre s'il est bon. Il le savait. Chez moi, j'ai plein de livres, trop d'ailleurs. J'essaye de me soigner par rapport à ça. Mais je pourrais en acheter toutes les semaines, c'est vraiment un gros problème. Et en fait, la première fois que je suis allée chez lui, c'était début mai 2019. J'ai vu que chez lui, il n'y avait aucun livre. Ouais. Ah si, un livre. Demain, j'arrête de fumer. Ce qui n'a pas très bien marché, visiblement. Voilà. Mais on ne recommande pas cet ouvrage. Aucun livre, aucun DVD, rien. Chez lui, il n'y a rien, en fait. Et dès que je lui dis « Ah, elle est jolie, ta table basse. Ah oui, c'est un pote qui me l'a donné. Ah, il est sympa, ton canapé. Ah oui, c'est un pote qui me l'a donné. Okay. » Et là, je me dis « Attends, le mec, il a 4 ans de plus que moi. Il a un meilleur salaire que le mien. Parce qu'il est le grade, il a l'échelon au-dessus. Ok. Et tu dis... Et il vit comme un étudiant de 18 ans qui va commencer ses études, en fait. Ouais, et surtout, il vit... moi, j'avais su qu'il avait fait un prêt étudiant de 15 000 euros. Moi, j'avais fait un prêt étudiant de 10 000 euros. Lui, il avait fait un prêt étudiant de 15 000 euros en arrivant pour ses études à Lyon. Et en fait, il a tout claqué en 2 mois. Oh, ok. Alors, j'ai demandé, mais alors, je sais même plus qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui le connaît. Il est complètement irresponsable, de toute façon, sur tous les plans. De toute façon, c'est caractéristique de l'agresseur, on va dire. Mais ouais. Et c'est d'autant plus criant. J'adore lire des livres. C'est pareil, il m'en empêche d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il voit que chez moi, ça m'apporte de la joie. Et oui, et il veut pas que tu sois joyeuse. Et du bien-être, de lire des livres, de travailler mon instrument. Ce sont des parties de mon identité, en fait. C'est ça qui crée mon identité. À l'époque, j'ai 2 chats. Bon, depuis, il y en a un petit qui est monté au paradis des chats. Mais à l'époque, j'ai 2 chats. Et c'est mes bébés. Mais comme beaucoup de j'aime pas dire propriétaire. Comme de parents. De parents. Moi, je m'estime mère de ma chienne, d'accord. Moi, j'allais dire colocataire. Moi, je suis colocataire avec mes chats, tu vois. Et c'est un peu mes bébés. Enfin, Et en fait, je les prends dans les bras, je les caresse, je gagatte, mais à
à normale dose, à faible dose. Je fais pas ça toute la journée et je n'imprime pas des posters. Je sais pas, il y a pas des posters de mes chats partout sur les murs. Enfin, enfin, et quand puis bien même si c'était le cas, t'aurais complètement le droit d'être complètement gaga de tes chats. Non, en fait. enfin voilà. Et en fait, j'ai même pas à me justifier. Voilà, je prends mes chats dans mes bras, je leur fais des petits câlins. C'est comme ça que je commence mes journées. Je trouve ça trop cool de commencer tes journées avec un câlin avec ton animal. Je trouve ça trop cool. Et bah pareil, j'ai plus le droit de les prendre dans les bras, j'ai plus le droit de les caresser, alors que lui-même gagatait avec. Enfin, t'es un peu... C'est vraiment te priver toi de toute source de joie, de plaisir, de bonheur qui pourrait justement te faire aller mieux, parce que bien, je pense que c'est trop gros par rapport à la situation, mais en tout cas, voilà, t'apporter un peu de mieux sur le moment, quoi. Ah ouais, et en fait, j'avais plus le droit, donc pareil, j'adore faire de la pâtisserie. Un jour, je fais des moelleux au chocolat, parce que comme ça, je sais ce que je mange pour le goûter. J'en mange un, et en fait, je range ceux qui restent dans un Tupperware, je les mets au frigo. Le lendemain, l'heure du goûter arrive, je me frotte les mains, je me dis, je vais me manger un bon petit moelleux au chocolat. Je crois que je vois ce qui va se passer. Voilà, et en fait, là, je trouve pas les moelleux au chocolat. Voilà. Tu savais ? Oh, t'es forte. Je m'en doutais. Ils sont pas dans... Bouffés en scred. Ils sont pas dans le frigo, ils sont pas dans un placard. Je ne les trouve nulle part. Et là, j'appelle Maxence. Je fais, Maxence, t'as vu les moelleux au chocolat ou pas ? Ouais, mais je les ai tous mangés, c'est ta faute, tu m'as mis ça sous le nez, moi tu sais très bien, je suis un ex... Alors là, c'est la victimisation, je suis un ex obèse en état d'obésité morbide, c'est moi, j'arrive pas à résister, c'est ta faute si j'ai tout mangé, enfin, oh, wow. Et là, tu dis, bah non, c'est toi qui les as mangés. Oui. Puis, tu sais, c'est les moelleux au chocolat comme chez Picard, genre, 1, c'est bien. Ouais. 2, t'es pas bien. Enfin, 2, c'est trop. 2, c'est trop. Et là, il en a bouffé 4 ou 5, je sais plus. Et tu fais, ouais, d'accord. Du coup, tu n'oses plus faire de pâtisserie. Bah oui. Alors que t'en fais toutes les semaines et que ça te rend heureuse à la base. Et du coup, il y avait ça, il y avait... j'avais plus le droit de sortir voir des gens. J'avais plus le droit de téléphoner à des amis. J'ai des amis aux États-Unis, dont une amie proche entre guillemets, même si on est loin. On se FaceTime, et quand on se FaceTime, on rigole, on sourit, on est heureux. Ça lui plaît pas? Ah non, pas du tout. Et du coup, j'ai plus le droit à rien. C'est-à-dire que je suis chez lui, je suis prisonnière. C'est vrai, bah oui, c'est clairement ça, ouais. Et il y a des rapports... complètement du reste, et des gens que t'aimes et de tout ce que t'aimes en termes général, quoi. Les lectures, ton instrument... J'arrive à l'orchestre, je suis pas en forme sur mon instrument, du coup je fais mal mon travail. Donc ça impacte tous les aspects de ma vie. Les finances, le travail, les amis, la santé, tout. Et en fait, on a une fois une discussion sur la musique. Parce que tu disais au début, il est musicien, vous avez la même passion. Il faut savoir qu'on a parlé une seule fois de musique classique. Ouais, sur autant, entre guillemets, de temps de relation, c'est très peu. Surtout quand c'est littéralement vos métiers, en fait. Ouais. Mais juin, juillet, août, il a fallu attendre le mois d'août que j'habite chez lui pour une fois. Et en fait, c'était même pas une discussion, c'était de la grosse manipulation. Il m'a demandé, toi, c'est quoi ton morceau préféré de musique classique ? Et pareil, sorti de nulle part. On n'était même pas en train d'en parler, c'était vraiment... Ça sort de nulle part. Et là, je lui réponds, je sais pas, il y en a beaucoup. Je sais pas lequel choisir. C'est quoi ton livre préféré ? J'en sais pas, il y en a beaucoup. Et là, je cherche, et je vois pas. Il fait, non mais, ton premier choc musical, ça a été quoi ? Et du coup, là, je réponds, voilà, il y en a plusieurs aussi, je sais pas. Et là, je cherche et je fais, ah oui, c'est Le Sacre du Printemps, d'Igor Stravinsky. Parce que quand j'étais gamine, j'ai vu la cassette Fantasia de Disney. Ouais. Et quand il y a les volcans et les dinosaures, il y a Le Sacre du Printemps. Et c'est une expérience musicale absolument fantastique à écouter, à jouer. Je l'ai joué aussi en orchestre. Ouais. Et c'est c'est dans mon top 5 de mes pièces favorites, quoi. Et après, il change de sujet, on parle d'autre chose. Voilà. Et donc là, c'est le travail qui reprend en début septembre 2019. Et le 14 septembre 2019, il y a un barbecue organisé chez Julia et Maximilien. Il ne me parle pas de la journée. Il ne s'assoit pas à côté de moi à table. Et il dit un mensonge devant tout le monde pour me faire passer pour une chieuse. Ok.
En fait, une fois, je suis sortie pour aller bosser mon instrument dans les locaux de l'orchestre. Ouais. Je suis partie en tout et pour tout 4 heures. Quand je reviens, et sachant que quand je travaillais, je guettais mon téléphone portable pour vérifier s'il m'envoyait un texto, parce qu'il fallait que je réponde tout de suite, mais ça tu connais. J'avais entendu dans un autre podcast, le pesto de trop, là, c'est pareil, c'est pareil. Et en fait, je reviens à son appartement, et là, il a fumé un pétard, il est complètement stone, et il me fait une crise. Alors pourquoi, je sais plus. C'est-à-dire que je reviens, et je fais « Salut, ça va ?» Et il est sur son canapé complètement stone. Je fais « Ah, t'as fumé !» Mais je dis ça en rigolant, quoi. Et il fait « Ouais, et alors, ça te dérange ?» Enfin, je fais « Oh, enfin, bon. » De toute façon, je tout pouvais de suite, il se sent agressé. plus rien tu dire. peux dire ce que tu veux, il va se sentir agressé de toute façon, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour rigoler, je fais « Il en reste ?» Parce qu'une fois, j'avais fumé en 2015 et j'avais eu un sacré fou rire et c'était quand même assez rigolo. Et du coup, je m'étais dit « Ah, il en reste ?» Et là, il y a eu une scène, une crise. Mais alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Je m'en souviens plus. C'était juste de la peur. De la peur. Le 14 septembre, donc, devant tous ses potes, donc il me parle pas, il s'assoit pas à côté de moi. Et là, il sort... c'est comme l'autre jour, je fumais un pétard tranquille et puis bidule, Maë, elle est rentrée et puis elle m'a fait chier parce que j'avais fumé un pétard. Et là, je le regarde, je fais pardon. Et là, je fais mais menteur, quoi. C'est clair. Menteur. Et en fait, il fait tout en fait pour que je rentre dans ce jeu de dispute. Bah oui, comme ça, tu vas passer pour cliché de la folle hystérique, tu sais, qui va péter son câble. Mais je trouve ça d'autant plus... fou parce qu'on sait qu'en société, tu sais, ils font toujours semblant d'être hyper bienveillants, hyper ceci, hyper cela. Lui, il passe le grade du dessus, en fait. Là, c'est vraiment... Finalement, il se montre un peu tel qu'il est, même si les autres le soupçonnent pas forcément, et il va jusqu'à te pousser dans tes retranchements pour que tu lui donnes raison dans un sens, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, là, je me souviens à ce barbecue... je suis allée dans la cuisine pour pleurer. Et là, il y a Julia qui arrive et qui me dit ça va. Et là, je dis non, ça va pas, je reconnais pas Maxence, j'en ai marre, ça se passe mal, il est méchant avec moi. Enfin, je me confie à Julia. Et en fait, on est rentré chez lui après ce barbecue et pareil, il initie un rapport sexuel et ça faisait plusieurs semaines qu'il me demandait de faire une pratique sexuelle, une position, une pénétration que je voulais pas faire. Ouais. Que j'avais déjà essayé par le passé avec mon premier copain, que j'avais pas du tout aimé. Et j'ai le droit de dire non de toute façon. Complètement. Et en fait, il m'avait demandé plusieurs fois... De toute façon, c'est simple, je lui avais dit, j'ai l'impression d'être une poupée gonflable. Ouais. Parce que tu ne me parles pas, il n'y a pas une main sur l'épaule, il n'y a pas un bisou, il n'y a pas de tendresse, il n'y a rien. Par contre, le soir, il faut écarter les cuisses. L'acte, pardon. Ouais, c'est ça, mais par contre, tu fermes bien ta gueule, par contre, le soir, t'écartes bien les cuisses, quoi. Désolé, c'est très violent, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Mais je comprends, c'est oui. Et malheureusement, les survivantes de violences conjugales avec qui j'ai discuté, c'est ça, en fait. Tu fermes ta gueule, mais t'ouvres tes cuisses, et c'est comme ça, et t'as rien à dire. Et en fait, ce soir-là, tout simplement, il m'a forcé à faire... donc ça a été un viol conjugal. Ouais. Et sachant que je m'en suis énormément voulu, mais j'ai été en réaction de sidération. C'est-à-dire que j'avais envie de crier, j'avais envie de le frapper, j'avais envie de courir. Oui, mais tu peux pas. Et en fait, ton corps est verrouillé. C'est hyper flippant, mais ton corps est verrouillé comme ça. Et tu sais ce qui se passe. Et en fait, t'as mal, t'es pas bien. Et en fait, tu ne bouges pas. Et je me souviens, après, j'ai fait un espèce de blackout. Je me souviens pas trop de ce qui s'est passé. L'impact du choc a fait que ton cerveau a disjoncté. Ah, complètement. Et en fait, j'ai repris mes esprits. En fait, j'étais sur le lit. J'avais froid. J'étais en boule. J'étais nue. Et lui, il était sous la couette, en train de regarder son téléphone portable. Tranquille, quoi. Tranquille. Et là, du coup, j'arrive à bouger. Et comme j'ai froid, je me mets sous la couette. Ouais. Alors, faut préciser quelque chose. Chez lui, dans son appartement, que ce soit été, hiver, il faisait toujours un froid glacial. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est quand même très bizarre. Et en fait, là, je me mets sous la couette. Donc, il voit que je suis en vie. et là, il me dit une phrase. Il dit « Ah, tu vois, c'était pas si terrible que ça. »
Oh putain, mais quelle horreur. Et là, je me mets sous la couette, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à pleurer, j'arrive à rien. C'est-à-dire, je veux juste un peu me réchauffer, c'est Là, tout. t'es coupé complètement de tout. Clairement, je ne sens plus mon corps. Je ne sens plus mon corps. Ouais. Je sais que je suis sous la couette, mais alors la sensation de la couette sur la peau, tout ça, elle est pas là, ouais. Il n'y a rien. Enfin, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la dissociation. Et en fait, je me souviens, je m'endors. Et quand je me réveille le lendemain... Non, je me réveille pendant la nuit pour aller vomir et pour avoir la diarrhée. Ouais. Et le lendemain, on est censé faire un super concert avec un programme difficile. Et là, j'appelle le régisseur. Moi, je suis pas en état physique de faire ce concert. Parce que pour faire un concert, il faut être en bonne forme, tout simplement. Donc là, j'appelle le régisseur. Et je lui dis, écoute, je crois que je suis malade, j'ai eu la gastro, peut-être. Je suis pas bien. Oui, d'accord. Et puis après, quand même, je reviens au travail, après ce premier viol. Et puis, entre guillemets... La crise continue avec l'agresseur, et là je suis dans un état où j'ai besoin de voir des gens pour leur dire ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne va pas. Et en fait, les gens, il y a eu plusieurs collègues dans cet orchestre, et là j'ai besoin d'aller voir des gens pour leur dire que ça va pas, que je vais pas bien, que je sais pas ce qui se passe, mais ça va pas. Et ces collègues se rendent compte de ma perte de poids. J'étais déjà pas épaisse à l'époque, mais j'ai perdu presque 10 kilos. À ce moment-là, tu vois les os, t'es creusé et tout, là. Et là, il y a plusieurs collègues qui me disent « Non, mais Maë, t'as perdu du poids, là. Ça va pas, là. » Et ça va pas. Et moi, je me souviens, je tremble et je suis même allée voir les voisins qui étaient, pareil, des amis, entre guillemets, de l'agresseur. Et je suis allée chez eux, j'arrivais pas à parler. Par contre, j'ai réussi à pleurer. Et en fait, je me souviens que ça a duré, donc après ce premier viol conjugal, ça a duré une semaine de crise, de vraiment, jusqu'au dimanche matin suivant, donc c'était le dimanche 22 septembre 2019. Là, je me réveille et sous mon dos, je sens un téléphone portable. Sachant que je mets jamais mon téléphone portable sous la couette, je le mets sur la table de chevet. Mais là, je suis dans un état de fatigue tel que je ne sais pas si c'est mon téléphone ou le sien. Puis de toute façon, ce téléphone est sous mon dos, au niveau des reins, là, sous la couette. Qu'est-ce qu'il fout là, ce téléphone? Et en fait, je prends le téléphone et j'appuie sur un bouton, il s'allume. Et la lumière réveille l'agresseur. Il m'arrache le téléphone. J'avais réussi, je sais pas comment, à le déverrouiller. Mais je sais pas comment. J'ai déverrouillé. Et le premier truc que je vois, c'est un texto de sa banque qui dit « Vous avez découvert la limite autorisée de découvert de 1 500 €. Tu fais... Merde. Et en fait, j'ai pas eu le temps de lire quoi que ce soit d'autre. Il m'a arraché le téléphone portable des mains. Et là, il m'a dit « Mais tu fouilles mon portable maintenant. Mais t'es complètement folle. » Et en fait, je disais... Mais non, il était sous mon dos, il était sous la couette. Et là, en fait, il a foncé sous la douche. Et pendant qu'il était sous la douche, je le suppliais de discuter avec moi, qu'on parle. Et aussi, j'étais tellement accrochée à l'image du Maxence du début. Et je l'aimais. Enfin, j'étais sous emprise. Je l'ai supplié de pas partir. Parce que moi, je voulais réparer notre couple, en fait. Et là, en fait, il est sorti. Et quand il est sorti, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, j'ai fait ma valise, j'ai pris mon instrument. J'ai failli pas réussir à partir parce qu'il y avait mes 2 chats chez lui. J'avais peur qu'il zigouille mes 2 chats parce qu'il avait déjà donné un coup de pied assez violent dans le plus petit des 2 chats, le plus vieux des 2 chats. Et j'ai réussi à partir quand même parce que c'était vraiment la survie au maximum. En fait, physiquement, je pouvais pas il fallait que tu partes. Porter en plus mes 2 chats. Je pouvais pas. Et là, je me souviens, j'ai couru, j'ai même pas attendu un Uber ou quoi que ce soit. J'ai couru à la gare. Je prends le train. Dans le train, je textote une, entre guillemets, copine une collègue de l'orchestre avec qui je croyais être amie à l'époque. Je lui écris, écoute, Émilie, je pars de cette ville. J'arrive dans la ville où j'habitais avant de m'installer chez lui.
à tel endroit, voilà. Et elle me répond, viens chez moi, je vais te faire un petit déj de princesse, prends ton ordi, on va te trouver un appart sur, on va dire, Blois, voilà. Et donc, ça veut dire qu'elle aussi, elle savait que c'était pas possible avec ce type-là. En fait, tout le monde savait dans cet orchestre. Oui, j'allais te poser la question. Il n'y a personne qui t'a jamais dit, par exemple, pas forcément des remarques, mais te dire que tu avais peut-être changé depuis que tu étais avec lui, ou te dire que c'était pas normal le comportement qu'il avait avec toi. Non, il y avait un silence assez énorme, et je me souviens très bien que donc, quand je suis partie de chez l'agresseur et que j'ai squatté chez les potes le temps de trouver un appart sur... Même Jean-Marc, par exemple, parce que Jean-Marc, c'est bien lui tout à l'heure qui te disait qu'il avait 2 facettes, machin, etc. Genre, il s'est jamais permis de dire quelque chose, et surtout qu'il savait, en fait, qui il était réellement. Ouais. Ah oui, ouais. Et complicité aussi, complicité ou lâcheté, un mélange des deux, je sais pas. C'est pas mes problèmes à moi. Ouais, les deux, après, je pense. chacun a ses problèmes, je comprends, mais quand même. Ouais, mais là, quand tu sais que tu connais la personne et tu sais de quoi elle est capable, et qu'il est avec une femme qui peut potentiellement être en danger, avec lui, tu as une responsabilité. Il était capable de ça, aussi, je ne pense pas. Parce que... Ouais, ok, d'accord. Il était juste peut-être resté sur les 2 facettes de... Ouais, il est un peu chelou, brutaux, quoi, mais pas violent. Je pense pas que entre guillemets, ces amis-là étaient au courant que c'était un violeur et un homme violent. Et un criminel, tout simplement. Enfin, faut appeler un chat un chat. Et les chats, arrêtez de vous battre, d'ailleurs. Arrêtez. Ouais. Justement, tu les as appelés. Ils se battent, c'est bientôt l'heure de manger, ils se battent. Et en fait, je suis donc dans cette ville. Et en même temps, il y a toujours le travail. Et là, il y a le jeu du harcèlement moral à base de violences perverses qui commence de la part de l'agresseur. L'agresseur, donc je suis à ma chaise, lui, il est assis derrière moi, il me voit. Et moi, j'avais le tic, j'ai réussi à arrêter de manger mes ongles et de manger mes peaux. Avec le stress, ça s'était bien accentué. Et là, je suis à ma chaise, il est un peu derrière moi. Il me voit porter les doigts à ma bouche pendant que le chef d'orchestre parle, il nous donne des indications. Et là, il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il me faisait ça quand j'habitais chez lui, quand on était ensemble. Et là, il continuait alors qu'on n'était plus ensemble. Et pendant ce temps-là, moi je cherche un appart, je squatte chez des collègues, chez des amis, chez des entre guillemets amis à droite à gauche, parce que tu devines la suite, ces gens-là ne m'ont absolument pas soutenue quand j'ai porté plainte. Bien sûr. Et en fait, il y a du harcèlement moral et moi je développe un TOC de lavement, de lavage. Je me lave, je prends des douches. Dès que je peux, et je me récure, je me frotte au savon, parce que je me sens sale, tout simplement. Et ça, c'est le psychothérapeute qui m'a expliqué. J'ai réussi à ne plus avoir, à me débarrasser de ce TOC. Et là, en fait, quand je suis partie de chez lui, je suis encore amoureuse, je suis encore sous emprise. Donc, je dis aux gens, je comprends pas ce qui se passe, je l'aime, il me manque. Et il y a cette personne-là, cette voisine chez qui j'étais allée pleurer, qui est plus âgée que moi, qui a l'âge limite d'être ma mère. Et elle m'a envoyé un texto. Et elle m'a écrit « Pense à toi, Maë, sauve ta peau ». Donc, je pense qu'elle savait, en fait. Et pareil, ces gens-là, aucun soutien après quand j'ai porté plainte, bon, rien du tout. Et... Pendant ce temps-là, j'apprends par une collègue de l'orchestre, on faisait pas mal de déplacements en car entre différentes villes où on donnait différents concerts. Et là, il y a une collègue qui se retourne vers moi et qui fait Ah, j'ai appris que ça s'est terminé avec Maxence. Puis moi, limite, j'ai envie de pleurer parce que je suis triste, parce que je l'aime. Et parce qu'il me manque. C'est ça qui est à l'emprise. Ouais, c'est ça, encore dans ce truc. Et là, je dis oui. Et elle me dit... C'est vrai que tu t'étais installée chez lui avec tes 2 chats sans son autorisation ? Et là, je fais pardon. Putain, elle me dit, le culot. Ah oui, il nous a dit que tu t'étais installée, que tu t'étais incrustée chez lui sans son autorisation, sans son accord. Il n'était pas d'accord. Alors que je crois que c'est lui qui a conduit la camionnette de déménagement avec le sourire aux lèvres. Tu vois, la violence du truc, quoi. Et moi, je me prends ça 10 minutes avant un concert. Donc, toi, t'as ton cerveau, tu vois l'emoji avec le cerveau qui explose,
Moi, je m'en prends quasiment tous les jours. J'apprends des choses sur lui. Par exemple, en fait, quand je m'étais installée chez lui, je trouvais, toi qui es dans les déménagements, dans les cartons, et moi, voilà, j'étais pareil dans les cartons. Et en fait, à l'époque, j'avais les cheveux courts, colorés en blond. Et j'avais les cheveux secs. Et dès que je faisais un shampoing, une douche, il fallait que je me démêle les cheveux. L'agresseur est chauve. Maxence est chauve. Donc, a priori, il n'a pas de peigne ou de brosse chez lui. Je me rappelle. Et en fait, non, parce que j'ai envie de décrire ça parce que c'est tellement what the fuck, en fait, que c'est pour... Voilà, les gens, si un jour vous tombez sur une situation comme ça, vous vous barrez en courant. Parce que, donc, je viens de m'installer chez lui. Je trouve pas ma brosse, ma trousse de toilette, machin. Et on doit se dépêcher pour aller au dîner d'anniversaire du fils aîné d'un collègue, je sais pas quoi. Enfin, et pour bien présenter. Hein, voilà. Et en fait... Et évidemment. Je dis, Maxence, est-ce que par hasard, t'aurais un peigne ou une brosse? Et je dis ça en rigolant, parce qu'il est chauve. Et là... il me donne une brosse dans un placard de sa salle de bain. Et il me donne une brosse en bois clair avec un fond blanc. Enfin, et là, je vois sur la brosse des cheveux noirs, marron, auburn, acajou, longs, filasses comme ça, machin. Et là, et bouclés, et enfin, plein de textures de cheveux. Tout, voilà. Tu as finalement un échantillon de cheveux comme ça. Et là, je fais, c'est quoi ça? Enfin, tu la sors d'où, quoi? Et là, pareil, il me sort un bobard. Non. Il fait, ah oui, c'est ma mère, quand elle est venue, elle avait oublié sa brosse. Du coup, je lui ai acheté une brosse. Et du coup, je l'ai achetée chez Naturalia. Elle a coûté 35 € quand même. Alors du coup, je l'ai gardée. Et en fait, il était en FaceTime avec ses parents. Il m'a montré ses parents en FaceTime. Sa mère n'a absolument pas cette couleur de cheveux-là, en fait. Là, moins que maman mette des perruques. J'expliquerai toute cette texture de cheveux. Pareil, à ce moment-là, je suis coupée en deux. C'est comme le jour du mariage à l'église, je suis coupée en deux. Il y a une partie de moi qui a envie de lui envoyer la brosse en pleine gueule, de l'insulter et de me barrer en courant, clairement. Oui. Et il y a une partie de moi qui est complètement... bloqué. Et c'est cette partie-là, malheureusement, qui l'a emporté. Et je me souviens, il me dit, et puis dépêche, on est en retard pour le dîner d'anniversaire du fils aîné de mon collègue, je sais pas quoi, au coq en pâte, super resto. Oui. Je fais, et je mets une jolie robe pour plaire à monsieur, moi qui déteste les robes. Et en fait, j'enlève ses cheveux de cette brosse, je les mets à la poubelle et je me brosse les cheveux avec. Et là, je me sens... humiliée, en fait. Je me sens sale, je me sens vraiment pouilleuse. Je fais, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais j'y vais quand même, quoi. Donc c'est ça l'emprise. Et c'est le harcèlement après, sur le lieu du travail, en dehors du lieu du travail. Et toujours l'emprise. Moi, j'arrive à reprendre du poids, à reprendre des couleurs sur les joues, à retrouver le sourire. J'arrive à cicatriser ce qui s'est passé, sachant qu'à l'époque, je ne suis pas au courant que l'événement, j'ai subi un viol. Je sais que ce qui s'est passé, c'est pas ok, mais je ne sais pas que c'était un viol. Non. Et en fait, mais tu mets pas le terme juste dessus. Survivre. Je suis en mode zombie. Et je veux juste réussir à faire mes concerts, et c'est tout. Et en fait, là, il revient vers moi. Et il me dit, j'ai changé... je bois plus, voilà, donc gros pipeau. Alors ça, je mange des carottes à 42 € le kilo, ça y est, pour de vrai. Et en fait, il réussit à me faire replonger. Voilà, alors que je suis sur le point d'emménager dans mon nouvel appartement. Et en fait, il réussit, parce que je suis partie de chez lui début septembre, sauf qu'en fait, l'été était terminé. Et j'avais besoin de mes fringues d'hiver et de mes chaussures d'hiver. Parce que j'avais froid en fringues d'été. Voilà. Et du coup, je lui avais dit, est-ce que... Alors déjà, j'étais allée passer chez lui pour mettre mes chats chez mes grands-parents. Parce qu'évidemment, ça ne l'arrangeait pas du tout d'avoir mes chats chez lui. Bon, c'est trop compliqué. Oui, évidemment. Donc c'est pareil, les allers-retours en train, c'est de ma poche. Lui, il participe à rien dans tout ça. Et là, un jour, je passe chez lui pour chercher mes vêtements d'hiver. Et ce jour-là, en fait, il m'a fait les yeux doux, il m'a proposé un thé, il m'a proposé de discuter. Et on s'est embrassés et il m'a remise dans son lit. Voilà. Et c'était un soulagement pour moi qu'on se remette ensemble.
C'est vraiment l'emprise. Ouais. L'emprise, c'est vraiment, quand j'y repense à l'époque, je me dis, c'est complètement fucked up, en fait. L'emprise, c'est totalement tordu. C'est clair. Et là, on couche ensemble, et moi, dans ma tête, c'est qu'on s'est remis ensemble. En fait, pour lui, je pense pas du tout. Et là arrive mon emménagement dans mon nouvel appartement. Je vais chercher donc mes meubles et mes cartons et mes affaires chez lui. Et c'était le 9 décembre 2019. Et je me souviens, au moment de descendre le dernier carton, de le mettre dans le camion et de partir, donc symboliquement, je pars de chez toi, il avait installé une housse de protection dans la cage d'ascenseur. Je sais pas si tu vois, ça fait comme une espèce de couette de duvet, enfin, pour pas rayer la cage d'ascenseur avec des meubles ou des trucs comme ça. Ouais. Et là, en fait, on est tous les deux dans l'ascenseur pour aller chercher le dernier carton. Et là, en fait, il m'a enroulé dans la housse de l'ascenseur. Et il m'a un peu plaqué comme ça contre la paroi de l'ascenseur. Et il m'a embrassé comme ça et il m'a dit « Je vais te garder ici pour toujours, tu pourras jamais partir. » Donc, oh putain, quelle horreur. Flippant. Mais quand t'es sous emprise, tu te dis « Ah !» Tu m'étonnes. Ah, c'est peut-être parti, tu te dis, c'est romantique. Et donc, je m'installe chez moi. Et là, arrive le 22 décembre 2019. Il m'envoyait des textos, en fait, pour me dire « Faut vraiment que je te parle de quelque chose. J'ai vraiment quelque chose à te dire. » On avait prévu de ne pas passer Noël ensemble, de ne pas passer le 31 décembre ensemble. Et moi, conne comme j'étais à l'époque, je lui offre... j'ai plus de sous. Non, pardon, mais je suis sous emprise, plus. Voilà, pardon. Non. Voilà, mais tu n'es pas conne. T'as été manipulée parce que tu étais trop manipulée à l'époque et donc manipulable. Je lui offre... j'ai plus de sous. Hein. Les frais d'agence, le déménagement, le prêt étudiant, enfin, c'est... Ben, je lui offre quand même un petit cadeau de Noël. Je lui offre un paquet d'un thé qu'il aime bien, voilà. Ouais. Et je me dis, bon, oui, le 22 décembre 2019, on a concert au Sables d'Olonne ou je sais plus où, à La Rochelle. Et là, je vais pour le rejoindre. Et il me dit, non, mais rejoins-moi sous la scène. Comme ça, personne ne nous voit. Parce qu'il n'avait pas voulu que les collègues de l'orchestre soient au courant qu'on s'était remis ensemble. Alors qu'en fait, tout le monde savait qu'on s'était remis ensemble. Ok. Et il m'attire sous la scène, dans l'obscurité, à l'abri du regard de tous. Et moi, je me dis, oui, c'est parce qu'il veut qu'on soit que tous les deux en amoureux. Enfin, voilà. Et je vais vers lui avec ce petit sac de thé. Et là, il me dit, non, mais on échangera les cadeaux de Noël plus tard. Et je pose le sachet de thé. Okay. Et là, je vois, en fait, qu'il vient vers moi comme ça. Et là, il m'embrasse, mais il plaque sa tête contre ma tête. Il me fait mal aux dents, à la mâchoire, au cervical. C'était pas un baiser. Violemment, du tout. C'était pas romantique du tout. Il plante sa langue au fond de ma bouche. J'ai failli avoir un gag réflexe énorme. Enfin, c'était vraiment pas du tout tendre. Et il me serre très fort parce qu'il a une force physique. Même si on fait la même taille. Moi, je fais 1m82. Lui, il fait peut-être 1m85. Je sais pas. Et en fait, il me serre très fort. Très 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 fort, avec un bras, et moi je n'arrive pas à... Je suis bloquée, et là, avec son autre main, il commet un viol digital. Donc il enfonce 2 ou 3 doigts, je sais pas, dans mon vagin. J'ai eu peur qu'il pète mon pantalon, pour être tout à fait honnête, parce que c'était tellement violent. Et en fait, il a enfoncé ses doigts dans mon vagin. Ça m'a fait très mal, ça m'a griffé l'intérieur du vagin, ça m'a... Il n'y avait aucune notion de consentement, de plaisir. Il n'y avait rien de tout ça. Et en fait, j'ai eu un mouvement de recul. J'ai réussi à avoir un mouvement de recul pour me dégager. Et en fait, avec ses doigts, il a fait un crochet. Et il m'a tiré par le vagin vers lui, pour me rapprocher de lui, en fait. Et tout d'un coup, hop, il est parti. Il a retiré ses doigts, il a arrêté de, entre guillemets, m'embrasser. Et il est parti comme ça. Je pense que ce viol, en tout et pour tout, il a duré 10 secondes. Ça a été vraiment très rapide. Et il est parti sans rien dire. Ouais. Et moi, je me souviens, j'étais en état de choc total, en état de sidération totale. Forcément. Et j'étais toute seule, comme ça, en habit de concert, dans le noir. Et j'étais... alors, je savais pas que c'était un viol, non plus.
Parce que... Oui. Non, parce que Toujours à pas, l'époque, tu mets pas pour le terme moi, à ce un moment-là viol, non plus. c'est forcément pénis dans vagin ou pénis dans anus, avec une longue lutte avant, avec des coups de poing dans la gueule, avec... Oui. Ça peut pas être quelque chose de silencieux, entre guillemets, et qui Ça se peut pas être déroule rapide. un peu... Ça peut pas être rapide. D'un Et coup ça comme peut ça. pas Oui. être avec Je des comprends. doigts ou... voilà, le viol conjugal, c'était une fellation de force. Donc j'ai été ce qui s'appelle violée par la bouche. Moi, je savais pas à l'époque, à 32 ans, que c'était légalement de viol, ce que j'avais subi. Et donc, il se barre comme ça. Et moi, je me souviens, la première phrase qui m'est arrivée dans la tête, c'était « Ah, c'est bientôt l'heure du concert ». Et je suis allée faire le concert en état total de dissociation. Et je me souviens, à partir de là, j'ai décidé qu'on allait se séparer, en fait. On s'est séparés début janvier 2020. Et là, il y a eu du harcèlement... qui a commencé avec de la violence perverse. Il me harcelait pour avoir ma pièce d'identité pour pouvoir utiliser les 18 € de cagnotte sur la carte de fidélité Intermarché que j'avais créée, en me disant, tu te rends compte, c'est 18 €, sachant que moi, tout ça, ça m'avait coûté des milliers d'euros. Et en fait, il y a eu du harcèlement, y compris donc sur le lieu de travail, en dehors du lieu de travail. Pendant le premier confinement, il m'envoie des textos... il m'envoie une chanson d'amour à 1h30 du matin d'un chanteur qui s'appelle Saez. Moi, je connais pas. Le chant lexical, c'est « Je suis un vieux bateau, naufragé au fond du port, naufragé, je t'aime encore ». Voilà, donc moi, je lui réponds le lendemain « Mais pourquoi tu m'envoies ça, en fait ? En gros, laisse-moi tranquille, en fait. Stop, arrête ». Et là, il me dit « Ah, mais je t'ai envoyé ça parce que je trouve que la chanson, il y a des très belles mélodies ». Alors, normalement, quand tu es un musicien professionnel, tu arrives à analyser un morceau. Là, la chanson, il y avait 2 ou 3 pauvres accords de guitare. Clairement, on était très loin d'un truc... Et puis 16, en plus, c'est un gros connard. C'est un gros connard bien miso, bien... Si tu te renseignes un petit peu sur le personnage, si ça éveille un petit peu ta curiosité, voilà, il a des textes, tu te dis, ok, d'accord. C'est typiquement le mec, clairement ça, tu vois, genre pseudo-romantique à la con, et puis qui derrière va dénigrer toutes les meufs. Mais cet homme-là, je t'avais dit, donc chez lui, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de culture G, il n'y avait pas d'élévation culturelle, spirituelle, rien du tout. Et le seul sketch d'humour, entre guillemets, avec des guillemets, mais gigantesques, c'était un sketch de Dieudonné. Une vidéo YouTube de Dieudonné où il chante Petit Poney, et tu vois clairement un mec agresser sexuellement une femme dans le clip. Donc voilà. Donc, drôle. Premier confinement compliqué. En fait, là, il y a eu du harcèlement sur le lieu de travail quand on a repris le travail après le premier confinement. Moi, je suis allée voir une dame de l'ARH de cet orchestre national où je travaillais. Et je suis allée la voir parce qu'elle a l'âge d'être ma mère et que moi j'ai pas de mère et que j'ai peut-être besoin de protection maternelle ou un truc comme ça. Et je vais la voir et je lui dis écoute Natalia, Maxence m'a harcelée pendant le premier confinement, j'ai peur de lui et j'ai peur de le recroiser sur le lieu de travail. Et j'y vais toute tremblante, toute pas bien. Et la réponse de Natalia, ça a été assez énorme. Elle m'a dit bah ouais mais fallait pas sortir avec un collègue. Bah non, c'est juste à lui de pas violer, de pas harceler et de pas faire chier les femmes. Enfin, c'est tout. Enfin, tout simplement, faut remettre les choses dans l'ordre. Donc, inversion de la culpabilité plus. Et elle me dit t'as qu'à aller voir cette hypnothérapeute, elle m'a bien aidée après mon accident de voiture. Alors, je suis allée la voir, cette hypnothérapeute. Donc, tu continues de payer de ta poche parce que c'est pas remboursé par la Sécu, ça. Et il y a du harcèlement. C'est-à-dire que il est intelligent parce qu'il n'y avait pas de mail, pas trop de traces écrites. Et de toute façon, les rares textos qu'il m'avait envoyés, la plupart, je les ai effacés parce que je ne supportais plus d'avoir de traces de lui dans mon téléphone et dans ma vie. Dès que j'ai pu avoir les moyens de m'offrir un iPhone, je m'en suis offert un pour pouvoir bloquer son numéro, parce qu'il y a des autres smartphones, tu bloques, tu reçois quand même le texto. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu refaire ma vie avec mon compagnon actuel. Et c'est vraiment un homme formidable qui m'a
qui m'a soutenue. Dès le départ, il est musicien aussi, il était arrivé en finale au concours de son instrument dans cet orchestre, et donc il avait été appelé pour faire des remplacements. Et en fait, c'était en octobre 2021, on fait un concert avec cet orchestre à la Philharmonie de Paris, et juste avant le concert, l'agresseur s'assoit à côté de moi pour me faire chier, pour entre guillemets chauffer son instrument à côté de moi, sauf que ce qu'il faisait depuis 2019, depuis qu'on n'était plus ensemble, c'est que sur son instrument, il jouait l'introduction du Sacre du printemps de Stravinsky. Ouais, je m'en serais doutée. Et en fait, il jouait que ça, et ce n'est en aucun cas un exercice de chauffe pour son instrument. C'est clairement pour pénétrer mon cerveau et me faire chier, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en avril 2021, je me suis blessée l'épaule gauche parce que je m'étais tellement plongée dans le travail pour oublier tout ça que j'ai trop travaillé, je me suis blessée l'épaule gauche, et pendant cet arrêt maladie, j'ai vu mon médecin traitant. C'était une femme très fine, et elle m'a regardée, elle m'a dit « Est-ce que vous allez bien ?» Et là, je fonds en larmes et je dis « Non, je vais pas bien, mais je sais pas pourquoi. » C'est ça qui est horrible, c'est je vais pas bien, mais je sais pas pourquoi. Et elle m'a dit qu'elle me dirige vers un psychothérapeute qui était super. Le psychothérapeute, je fais une première session avec lui, et après cette première session, il y a une musicienne qui me demande de l'héberger parce qu'elle va auditionner pour cet orchestre, et elle va faire un concours pour essayer d'intégrer cet orchestre. Alors, malheureusement, mais heureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné parce que, en fait, le soir, après son concours, on fait connaissance, on discute. Et là, je lui dis, en fait, il s'est passé ça avec Maxence, j'ai peur de lui. Et là, en fait, cette musicienne que je ne connaissais pas, en fait, elle était intermittente, donc elle m'avait demandé de l'héberger pour juste économiser plusieurs nuits d'hôtel, ce qui est tout à fait ok, et ce que j'ai fait aussi, et ça se fait, enfin voilà. Et là, elle me dit, mais il faut que je te dise quelque chose, en fait, Maxence a essayé de me violer en octobre 2016 pendant une tournée de l'orchestre. Et là, en fait, ça m'a fait un énorme déclic. Le mot serait faible. Ça m'a fait une détonation dans le cerveau. Et là, elle m'a décrit ce qui s'est passé. Donc, c'était après un concert de cet orchestre. Ils avaient joué à la Philharmonie de Paris. Ils étaient logés dans un hôtel en face de la Philharmonie de Paris. Et il y avait eu... souvent, il y a des soirées dans les chambres. Mais c'est ambiance bon enfant. Hein. C'est pas Puff Daddy du tout. Hein. C'est, on boit quelques bières. On écoute de la musique. On rigole. On se marre. Enfin... J'en ai fait plein des soirées comme ça peut très bien se passer en fait. Et en fait, elle est sortie dans un couloir pour aller aux toilettes, si j'ai bien compris, et en fait, lui l'a suivi. Il l'a coincé, et il lui a imposé les mains, il a essayé de l'embrasser, il l'a embrassé, il lui a imposé les mains sur son corps, donc, d'abord sur les vêtements, puis sous les vêtements, puis sous les sous-vêtements. Et elle m'a dit qu'elle a pu se débattre. Même si elle avait quelques bières dans le sang, elle m'a dit, je me suis débattue, je l'ai repoussée, et je lui disais, non, laisse-moi tranquille tout de suite. Et lui, avec sa force physique, voilà. Un rapport de domination de toute façon. Elle faisait pas le poids, et lui a dit la phrase suivante, laisse-toi faire, tu vas aimer ça. Oh. Non, mais c'est ce qu'on s'était dit au téléphone, c'était clairement la phrase du violeur. Elle a réussi à hurler. Elle est forte, elle a réussi à... Moi, j'ai pas réussi à faire ça. Elle a réussi... Pardon, non mais... T'es pas faible, hein, je te coupe, mais... Pardon. Je suis la petite voix qui te remue de pas avoir réussi elle est pas... Je comprends, mais après, c'est vraiment un mécanisme qui se met en place et tu peux rien y faire, même si tu as envie de le faire. Mais après, je peux comprendre que tu aies l'impression d'être faible, etc. Ça t'appartient, je le remets pas du tout en question, mais juste... Je suis le petit nota bene. Tu n'es pas conne, en fait, tu n'es pas folle. Elle a réussi tu n'es pas faible. À s'enfuir en courant. Et elle m'a dit, mais moi, j'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain matin, je l'ai signalé à l'orchestre. L'orchestre n'a rien fait. Donc moi, quand je l'ai signalé à la RH en juillet, je sais plus, 2020, pareil, ils ont rien fait. Et là, en fait, mon compagnon, il venait remplacer à l'orchestre. Il était témoin du harcèlement moral de la part de l'agresseur. C'est-à-dire que, après ce concert à la Philharmonie de Paris en début octobre 2021, avec mon compagnon et des amis, et même la personne qui a fabriqué mon instrument,
on se rejoint dans le bar en face de la Philharmonie de Paris pour boire une bière et pour discuter, quoi. Ouais. Et bah là, l'agresseur, qu'est-ce qu'il fait? Il me suit, il va dans le même bar et il passe plusieurs fois devant notre table en me regardant avec vraiment une lourdeur malsaine, quoi. Ouais, enfin, c'est clairement de l'intimidation. Il voit que je il tiens veut la te main faire de mon peur, compagnon. Et moi, je m'étais dit, ça, c'est bien. Il me voit avec quelqu'un d'autre, il va me laisser tranquille. Et en fait, non. Au contraire, Ouais. ça a relancé la Ça maladie, décuple ouais. le harcèlement. Et en fait, là, il y a mon copain qui me demande, on rentre chez lui, et il me demande qu'est-ce qui se passe avec Maxence. Et là, je fonds en larmes parce que justement, ce psychothérapeute, je l'ai revu après que cette musicienne m'ait livré son témoignage. Et ce psychothérapeute me demande, est-ce qu'il vous a forcé à faire des choses que vous ne vouliez pas faire? Et donc je lui explique, oui. Il m'a imposé ce qui s'appelle un 69, donc avec une fellation non consentie et en plus des doigts dans le vagin non consenti, et un second viol sur le travail, un viol digital. Et là c'est lui qui pose les mots. Il dit, mais madame, c'est normal que vous n'alliez pas bien, vous êtes en stress post-traumatique suite à 2 viols. Et je me souviendrai toute ma vie, je lui ai répondu, non. non, parce que en fait je refusais d'être victime de viol, en fait. Pourquoi? Parce que j'avais bossé comme une tarée pour être musicienne professionnelle, pas victime de viol, bordel de merde, quoi. Enfin, t'as envie de dire non. Et j'ai eu un espèce de refus, de déni du statut de victime de viol. Et moi, j'aime pas trop le mot victime. Je préfère utiliser le mot survivant ou survivante, tu vois, de viol. Et en fait, ça, c'était donc en mai 2021. Et en fait, je suis allée voir une avocate en juin 2021. En août 2021, évidemment, l'avocate m'a dit qu'il faut porter plainte. Voilà. En août 2021, je bois un café avec un collègue de l'orchestre que j'apprécie beaucoup, qui est délégué, syndiqué, qui est un peu comme un grand frère ou un tonton que j'aime beaucoup. Et en fait, on boit un café et là, je lui dis tout. Je lui déballe tout, je me mets à pleurer. Et là, je lui dis, je te dis tout ça parce qu'en août 2021, il va y avoir une tournée de l'orchestre. Et j'ai peur qu'il me coince dans un couloir aussi. J'ai peur. En fait, tout simplement, j'ai peur. En fait, depuis janvier 2020, j'ai peur d'aller au travail à cause de lui. Et du coup, ce collègue, on va l'appeler Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude. Jean-Claude, vas-y. Je le remercie, Jean-Claude, parce que en fait, il m'a protégée et il est allé voir l'administration de l'orchestre et il a dit à la régie de l'orchestre, surtout, si vous voyez Maxence s'approcher de Maë, vous les séparez, quel que soit le contexte. Mais le truc, c'est que je suis allée voir l'administration de l'orchestre fin juin 2022, parce que moi, j'avais besoin de temps avant de réussir à porter plainte. Pourquoi ? Ouais, mais pourquoi ? Parce que c'est normal. C'est horrible parfois, l'intuition et l'instinct. Je savais qu'en portant plainte, j'allais perdre mon travail. Alors que t'as fait comme une ouf. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une espèce, une prémonition, mais d'avoir un instinct comme ça qui te dit non mais en fait là, si tu vas porter plainte, tu vas perdre ton travail. D'une façon ou d'une autre. Donc le 27 juin 2022, c'était le jour de mon dernier concert avec cet orchestre. Et en fait, le 27 juin 2022, à 14h30, je vais voir, avec 2 délégués syndiqués, je vais voir l'administrateur de l'orchestre. Je lui dis tout. Et il me répète plusieurs fois qu'il doit observer une certaine neutralité, qu'il ne doit pas prendre parti, mais qu'il me croit. Il me croit. Parce que, pourquoi ? L'agresseur et des potes à lui ont été convoqués dans le bureau de cet administrateur parce qu'ils regardaient des films porno sur leur téléphone portable posés sur les pupitres pendant les répétitions de l'orchestre. Moi, j'avais fait seulement une pause déj à côté d'eux. Normal. Ils regardaient YouPorn ou je sais pas quoi, des gros plans de vulve, tout ça, et ça les faisait marrer. Et même qu'ils ont fait une fausse manip, parce qu'une fois, pendant une répète de l'orchestre, il y avait le son de la vidéo. Donc pendant que le chef d'orchestre faisait bosser les violons et tout ça, eux, ils regardaient ça et ils se marraient. Et donc ils ont été convoqués dans le bureau de l'administrateur. Donc l'administrateur m'a dit « Je vous crois ». Parce que je pense qu'il n'était pas dupe. Et cet administrateur m'avait vu
perdre du poids en 2019. Et oui, et en octobre il a vu que t'allais pas bien. Après le premier viol, j'avais dû prendre un arrêt maladie de 10 jours. Parce que, tout simplement, épuisement physique. Parce que quand t'es violée par la bouche, t'arrives plus à manger après. T'arrives plus à manger après, t'arrives plus à boire, t'arrives plus à fonctionner. Tout simplement, j'arrivais plus à dormir. Du coup, du 7 au 17 octobre 2019, oui, je m'en doute. Arrêt maladie. Et en fait, je dis tout à cet administrateur le 27 juin 2022. Le 30 juin 2022, je vais porter plainte à la police. 5h30 pour 9 pages, je crois, de procès verbal. T'es face à un brigadier de police qui te demande des détails de comment t'as été violée. Donc, je sais pas si toi tu es passé aussi par ça ou pas, mais c'est fou. En fait, mon compagnon aussi a été convoqué à la police pour savoir si notre vie sexuelle se passait bien, des trucs comme ça. Donc tu commences à te prendre, en plus de la violence, tu te prends encore plus de violence sur la tronche. C'est d'autres violences qui retraumatisent derrière ce que tu as déjà 2022, vécu. Tout l'orchestre est au courant. Pas par ma faute, parce qu'il y a eu une fuite. Voilà, je sais pas de qui, et puis on s'en fout au final. De toute façon, ils allaient être au courant un jour ou l'autre. Oui, et puis c'est peut-être bien qu'ils soient au courant de toute façon. Et en fait, pendant le mois de juillet 2022, moi je ne vais pas au travail parce que tout simplement, il y a eu tellement de harcèlement qu'en mai 2022, j'ai fait des chutes de tension très violentes. Mon compagnon venait faire une série à cet orchestre et c'était le Sacre du Printemps qui était programmé. Et j'étais tellement traumatisée du coup par cette mélodie que j'ai fait des crises de panique avant d'aller faire le concert. Et pendant le concert, je me souviens, j'étais à côté d'un violoncelliste adorable, un supplémentaire qui est professeur de violoncelle, qui est très gentil. Et en fait, à cause du stress, le corps trouve des façons de te parler. Et moi, mon corps et mon cerveau, et la partie primitive de mon cerveau qui a associé orchestre, répète, égale danger de mort, en fait, il m'a paralysé le bras. Le bras avec lequel, normalement, tu joues de ton instrument, je pouvais plus le bouger. Donc, même jouer de mon instrument, j'y arrivais plus, en fait. Tellement j'étais cramée de traumatisme. Et clairement, du coup, ton corps qui réagit. Pendant ce mois de juillet 2022, je suis en arrêt maladie et il y a une enquête interne, entre guillemets, qui est menée. Et pourquoi entre guillemets ? Parce que pendant cette enquête interne, l'agresseur a été interrogé, mais pas moi. Voilà, comme ça, au moins, c'est plus pratique. Hein. Ah bah non, on va quand même pas prendre en compte ta version des faits. Les potes de l'agresseur. Tu sais, ceux que je défendais quand l'agresseur les insultait dans leur dos, ils ont été convoqués aussi. La copine qui m'avait envoyé le texto, viens chez moi, je vais te faire un petit déj de princesse, prends ton ordi, on va te retrouver un appart. Pareil, elle a été interrogée, mais je pense qu'absolument personne ne m'a défendue. Je pense que personne... C'est mon avocate qui a le dossier. On ne sait pas si on a les annexes, d'ailleurs, les annexes de l'enquête interne. Mais... Et cette enquête interne qui a été menée pendant ce mois de juillet 2022, j'ai reçu le compte-rendu de cette enquête interne. Et le directeur général de cet orchestre national français, on parle bien d'un orchestre national français donc qui est financé par le ministère de la Culture, des aides de l'État, et voilà, et de la région et tout ça. Ce directeur m'appelle, donc normalement ça doit être par voie écrite, un mail ou courrier. Il m'appelle pour qu'il n'y ait pas de trace écrite, n'est-ce pas ? Donc illégal. Et là, il me dit, écoutez, madame, on n'a pas assez de preuves pour écarter monsieur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous réintégrer tous les deux à l'orchestre à la rentrée de septembre. Et là, je lui dis, non, je peux pas. Sachant que cet administrateur, cette administration, je leur avais tout dit, les viols, les urgences gynécologiques, avec le rapport, tout, enfin... Oui, tu avais quand même, entre guillemets, des preuves, quoi. Il y avait des faits concrets, factuels, que... et en fait, voilà, il y avait... et j'ai eu ce coup de fil, il y avait de la matière, et il m'a quand dit, même. Vous comprenez, il y a la présomption d'innocence. Alors, non, en fait, dans le droit, dans le code du travail, il n'y a pas de présomption d'innocence. Ça, je l'ai appris après. Après coup, non, en fait, ça n'existe pas. L'employeur se doit de protéger ses employés. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une femme, et en plus, l'autre victime a témoigné.
On est deux victimes connues. Oui, en plus, vous êtes deux, c'est vrai, ça. Elle en 2016, oui, vous êtes moi deux. en 2019, vous êtes avec deux, ouais. le strict même comportement, en fait. Oui. Voilà, et en fait, oui, même mode opératoire. il me dit à la face, non mais il y a la présomption d'innocence, je ne peux pas l'écarter, c'est comme ça. Et là, il me demande, mais là, au mois d'août, là, vous allez prendre des vacances, madame ? Oui, pourquoi ? Vous allez partir un peu ? Oui, je vais à la campagne chez les parents de mon compagnon. Pourquoi ? Oh, bah c'est bien, vous allez à la campagne, vous allez vous reposer, comme ça, voilà, vous allez reprendre des forces, et puis on fait le point sur votre rentrée fin août. C'est ça. Tu as un stress post-traumatique ? Va à la campagne. Vaches. Tu oublieras tes viols, c'est normal. Et en fait, là, je lui ai dit, monsieur, putain, vous protégez un violeur, en fait. Je lui ai dit la phrase, vous protégez un violeur. Et là, en fait, il me dit, écoutez, faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris la décision de tout de suite préparer des concours pour d'essayer de trouver un poste dans un autre orchestre. J'ai fait les démarches pour demander ce qui s'appelle un congé longue durée. Donc normalement, c'est un congé qui dure 3 ans pendant lequel tu reçois ton salaire et tu cotises pour ta retraite. Parce que ce qui est bien en France, c'est qu'on a ça. Et en fait, il y a des travaux. Tu les entends beaucoup ou pas ? Non. D'accord. Et en fait, ce qui est super, c'est que voilà, j'ai eu ce congé. Alors d'abord, le médecin de la médecine du travail de la région de cet orchestre a refusé, sous prétexte que ce que j'avais, c'était pas assez grave. Donc tu vois, quand je te dis, tu te prends des violences dans la... Voilà. Je crois... Et il faudrait quoi ? Que tu sois morte, en fait, pour être crue, être crédible ? Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ce qui est génial, c'est que ça me choque toujours. Qui a négocié avec l'assurance prévoyance ce congé longue durée. Donc c'est l'orchestre qui a dit, t'inquiète pas, t'as ton congé longue durée. Voilà. Moi, j'ai dit, ok, je prépare des concours dans un autre orchestre, je m'en vais. Voilà. Sachant que depuis que j'avais porté plainte, il y avait de très nombreux collègues qui s'étaient mis à m'insulter dans mon dos. Des collègues pour qui j'avais toujours été là, évidemment, et qui m'ont insulté. C'est le package classique de menteuse, évidemment, de folle, évidemment. Oui, évidemment. De fouteuse de merde, évidemment. Et il y a carrément un collègue, pareil, qui se faisait insulter par l'agresseur dans son dos, que je défendais à chaque fois, et ce collègue a osé dire, dans mon dos, parce qu'en fait ça me revenait par un collègue qui me défendait, et ce collègue a osé dire mais c'est horrible ce qu'elle lui fait, elle se rend pas compte de ce qu'elle lui fait, le pauvre il pourrait perdre son poste. Alors non, c'est vraiment plus les mots. Tu vois je n'ai plus les mots. C'est vraiment ça. Et c'est clairement ça. C'est très simple. Et par contre, toi, le fait que tu puisses plus travailler, le fait que tu sois polytraumatisé, avec un état de stress post-traumatique. Je fais chier. Et en fait, c'est simple. Voilà, ces collègues-là, c'est une centaine de collègues. Un orchestre, c'est plus de 100 collègues. Ouais, c'est sur ces quand 100 même collègues, beaucoup. Devine un chiffre de personnes qui m'ont soutenu. Allez, non, 3. Une. Ouais, 3. Il y a... 3, ah bon. Devine. C'est toi aussi, là, tu me dis devine, non, moi je me 3, dis c'est forcément au ras des pâquerettes. Je à recevoir du soutien, est-ce que mon dépôt de plainte soit encouragé ? Non, en fait, il y avait plein de gens qui me disaient ah mais on sait que c'est un malade, on sait qu'il a des problèmes, on sait qu'il est violent avec les femmes. En fait, il avait dîné chez un collègue de l'orchestre et ce collègue m'avait dit au téléphone en octobre 2019 pendant mon congé maladie. Il est venu dîner à la maison, il a été odieux avec ma femme, il a bu comme un trou et il s'est vanté lui-même que... Alors je cite la phrase qu'il m'a dit, parce que c'est une phrase vraiment que je pense que je suis pas prête d'oublier, c'est « Ah, moi ce que j'aime bien c'est forcer les femmes à faire des trucs dégueulasses au lit qu'elles veulent pas faire. » Voilà. Mais est-ce que ce collègue-là, pendant l'enquête interne, est-ce qu'il m'a défendu ? Parce que j'ai aussi appris que pendant l'enquête interne, il y a quelqu'un qui a voulu témoigner de façon anonyme et le directeur lui a empêché de faire ça. Est-ce que c'est légal ? Je pense pas. Merde. Mais après, je suis pas avocate. Donc, je porte plainte le 30 juin 2022. Je m'installe chez mon compagnon en région parisienne le 1er décembre 2022. Pourquoi ? Parce que quand je me promène dans les rues de la ville où je vivais et que je croise des collègues de l'orchestre, il y en a qui baissent le regard et qui changent de trottoir. Il y a une collègue avec qui je croyais être proche. Elle devait me rendre un livre que j'avais prêté à sa fille depuis... Ça faisait des mois.
Les Sorcières par Pénélope Bagieux. Je sais pas si tu le connais, ce livre, il est top. Et en fait, elle devait me rendre ce livre depuis des mois. Et en fait, depuis mon dépôt de plainte, plus un mot, plus un texto, plus un coup de fil, rien du tout. J'avais gardé ses enfants, on avait fait du duo, du trio, du quatuor ensemble, on était allés courir ensemble, on avait joué dans un festival de musique classique en Normandie. Voilà. Oui, donc quand même une relation, quoi. C'était pas une inconnue ou une collègue comme ça. Il y avait une relation derrière. Direct. Je fais tout pour organiser un concert de soutien. Je trouve un partenariat avec l'UNESCO. On joue en trio avec cette collègue qui va se jeter dans les bras d'une femme ukrainienne à la fin du concert. En larmes, tu te rends compte, son mari est resté là-bas. C'est tragique, c'est horrible. Et en fait, moi, je suis proche d'elle, on habite à 5 minutes à pied l'une de l'autre, et en fait, elle m'a rendu le livre par colis postal. Voilà. Oh la vache. Ouais, bah on voit bien comment t'as été traitée tout au long tu vois, de tu toute te façon sens comme de tout ça. Du choléra ou de l'Ebola ou de la peste. Enfin, voilà. Et en fait, c'est simple, sur ces 100 collègues, il y en a 3 qui m'ont aidée, donc ce collègue délégué syndiqué, qui, je pense, s'est senti impuissant face à l'ignominie de l'administration de cet orchestre. Oui. Il y a une collègue musicienne de l'orchestre, c'est la seule femme de l'orchestre qui m'a défendue. Et on est toujours en contact, et elle se sentait complètement, pareil, impuissante face aux décisions de la direction. Ouais. Bah oui, et l'autre, c'est une autre femme qui bosse dans l'administration de l'orchestre. Elle n'est pas musicienne, et en fait elle est allée voir la direction pour démissionner de son poste de référente VHSS, parce que oui, quand j'ai porté plainte, quelques jours après, quelques semaines après ou quelques mois après, il y a eu une référente VHSS qui a été nommée, une psychologue du travail qui a été appointée, enfin il y a eu tout un truc qui s'est mis en place, après mon dépôt de plainte. Et en fait, j'ai porté plainte le 30 juin 2022. Et j'ai attendu que l'agresseur soit placé en garde à vue. C'était le 27 août 2024. Donc, dans ton dossier, tu as 2 viols, une autre victime, tu as du harcèlement. Eh ben non, t'attends. Du coup, ça fait plus de 2 ans, quoi. Plus de 2 ans. Oui, c'est ça, plus de 2 ans. Alors, la brigadière de l'hôtel de police qui a pris mon dossier en main était super. Elle était vraiment géniale. Je l'ai sentie de mon côté. Je me suis sentie défendue par elle. Et vient le jour de la garde à vue de l'agresseur avec ce qui s'appelle la confrontation. Moi, je ne voulais pas y aller au départ. Parce que je ne voulais pas le revoir, tout simplement. Mais on m'a dit non, mais vas-y, c'est là où tu pourras te défendre. Si j'avais su, je n'y serais pas allée, je me serais préservée. J'y vais, et là, je vois l'agresseur qui est habillé avec des habits neufs, tout beaux, tout jolis, en lin blanc immaculé, avec des baskets neuves, enfin tout beau, tout bien, voilà, qui fait enfant de cœur, comme ça. Il est filmé par une caméra pendant tout le long de la confrontation. Et en fait, c'est simple, il nie tout en bloc. Et il dit non, c'est faux, j'ai jamais fait ça. Mais en restant très calme. Non, c'est faux. Puis il prend même un air d'ahuri, un peu. Oh, mais non, c'est faux. Choqué. C'est faux. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Évidemment. Il dit que je ressemble à... que je suis immature et enfantine. Enfin, je sais plus comment il a dit ça. Voilà. Et là, il sort la phrase suivante. Mais je sais que j'ai des problèmes. Je vais voir un psy depuis 2 ans. Alors... Tu vas voir un psy depuis que j'ai porté plainte contre toi, mec. C'est quand même intéressant. Oui, c'est clair. Et en fait, moi, je précise tout dans cette confrontation, tous les détails des viols, de la violence, tout. Et là, il nie tout en bloc. Et en fait, face caméra, il se contredit par rapport à l'autre victime. Parce que par rapport à l'autre victime, il dit c'est faux, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais parlé, je ne l'ai jamais touchée. Et après, il dit « Oh, c'est bon, de toute façon, elle m'avait aguiché toute la soirée, là, et puis pendant la tournée de l'orchestre, elle a couché avec un autre musicien de l'orchestre. » Oui, sauf que c'était un rapport sexuel consenti, mutuellement consenti. Donc, en fait, une femme a tout à fait le droit de coucher avec un homme si elle en a envie, en fait. Et ça ne fait pas d'elle une traînée, tout simplement. C'est clair. Et à l'époque, elle se remettait d'une séparation très difficile, et elle me l'a dit elle-même.
j'avais besoin, voilà, de tourner la page, quoi. Et puis même, enfin, en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut. Bah voilà. Et grand en fait, bien lui fasse. Ce mec-là s'est dit, tiens, bah, je vais la violer vu que c'est une traînée. Et bah voilà. Et en fait, face caméra, je vais en il profiter. s'est contredit en disant, oh mais de toute façon, c'est une aguicheuse, elle m'avait aguiché toute la soirée. Et là, quand il a dit ça, moi je me suis dit, bingo, je vais gagner en fait, parce que le mec ment face caméra comme ça et il se contredit. Et en fait, non, mon dossier a été classé sans suite 3 jours après par le procureur de la République qui a utilisé comme argument les arguments suivants: dénégation totale de l'accusé. Donc ça veut dire que le violeur dit non, donc bah, lui on le croit. Lui on le croit. Dépôt tardif de la plainte. Ah oui, les viols ont eu lieu en septembre et décembre 2019, mais j'ai su que j'étais victime de viol seulement en mai 2021. C'est pas comme si on était au courant de tous les mécanismes qui se mettent en place psychiquement, qui font qu'on peut pas sur le moment se dire ok c'était un viol, mais bon continuons le déni, continuons d'être des gros cons et la justice continuera à broyer toujours les victimes. Puisque je devais avoir 3 ans de congé longue durée et qu'au bout de 2 ans j'ai été convoquée dans le bureau du directeur général qui m'a dit oui je vous ai convoquée madame parce que quand même ça fait 2 ans que vous n'êtes pas venue travailler. Sachant, rappelons-le, que c'est l'orchestre qui a négocié ce congé longue durée. Bon, voilà. Et en fait, j'ai été virée. C'est-à-dire que normalement, le 4 septembre 2024, le jour où j'aurais dû signer mon CDI dans cet orchestre national français, j'ai su que mon dossier était classé sans suite et j'étais déjà licenciée illégalement et abusivement par mon employeur. Mais après, c'est toi l'hystérique, c'est toi la folle, c'est toi qui détruis la vie de ton agresseur, évidemment. Après sa garde à vue, il donnait cours de son instrument, enfin une masterclass, ça s'appelle, dans un conservatoire à rayonnement régional, devant des élèves majeurs et mineurs. Bah oui. Et sur les posts des réseaux sociaux, c'est merci à l'artiste pour ce moment de partage, pour ses précieux conseils. Et moi, je vois ça, sachant que je suis donc au chômage. Que j'ai perdu des milliers d'euros de psychothérapie, de frais d'avocate pour me remettre de tout ça. Mon dossier est classé sans suite. Je sais pas encore si je vais pouvoir me constituer partie civile parce qu'en fait, tout simplement, ça coûte 11 000 euros. Voilà, et en fait, je les ai pas. Enfin, non, en fait. Non, mais ouais. Donc, et l'orchestre m'a fait signer une clause de confidentialité en échange d'une petite somme d'argent, mais la somme d'argent par rapport à... Déjà, en fait, ça ne fait que rembourser une partie de ce que ça m'a coûté. Oui, non mais oui, c'est pas logique en fait. Y a pas c'est pas une compensation, c'est pas un truc qui peut réparer quoi que ce soit. Il est bien au chaud sur son CDI et il peut continuer de violer des femmes. Ah oui, ce qui était génial, c'est que pendant la garde à vue et la confrontation, il a donné l'annuaire de ses ex. Il a dit, si vous voulez, toutes mes ex peuvent prouver, confirmer, en gros, que je suis un bon gars. Et donc, dans le dossier, il y a les noms et les prénoms et les numéros de téléphone d'un nombre de nanas. Enfin, c'est... Et en fait, t'as envie de dire, mec, c'est pas parce que tu t'es tapé 50 nanas dans ta vie et que t'en as violé que 2 ou 3 que ça ne fait pas de toi un criminel et un violeur, en fait. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai 37 ans, bientôt 38, et je prépare des concours d'orchestre pour, je l'espère, retrouver un poste. Et moi j'ai fait vraiment mon deuil de ce poste dans cet orchestre et je vais bien. En fait, je suis très heureuse en ce moment, malgré tout ça. Et je me dis que la justice française étant ce qu'elle est, on va peut-être pouvoir tabler sur une médiatisation parce que malheureusement je suis très loin d'être la seule et unique victime de VHSS dans le paysage de la musique classique en France. Donc voilà, chère Romane, mon vécu. Je te remercie de nous l'avoir partagé. Est-ce que tu aurais pour terminer un message pour les personnes qui vont t'écouter ? Vous fuyez. C'est tout ce que j'ai à dire. Dès qu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute en fait. C'est très bien, il n'y a pas de doute. Donc le gars qui vous dit je t'aime au bout du 3e jour, qui vous parle de mariage à l'église au bout du 5e jour et qui vous dit au bout d'une semaine qu'il est à découvert et qu'il n'a jamais mis un centime de côté, vous vous barrez en courant en fait. Voilà, il y a rien d'autre à rajouter parce qu'il peut ne pas y avoir de viol, il peut y avoir des viols. Ça, c'est variable. Mais le premier... Enfin, je dis le mec ou la nana parce que moi j'ai un ami qui a été victime d'une manipulatrice. Donc
ça arrive aussi. Voilà. Oui, de toute façon, ça s'applique à l'un et à l'une. À tous les genres, parler. Voilà, À l'un et ça s'applique à tous les genres. Et en fait, voilà, il n'y a pas de. Red flag, mais barrez-vous en courant et surtout, aimez-vous. C'est vous, votre priorité. Et il ne faut pas être validé par quelqu'un d'autre. C'est vraiment tout ce que je peux dire, chère Romane, par rapport à ce vécu. Voilà. Merci beaucoup à toi. Eh ben, je te remercie beaucoup pour toi. cet entretien. Un grand merci à toi, Maë, pour ta confiance tout au long de la préparation de cet épisode et tout au long de son enregistrement. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.